y va. On va commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Domitille Larrivet, je suis journaliste de métier et là je suis mandatée par l'État pour faire l'animation, pour animer les débats de ce soir dans le cadre d'un accompagnement général sur l'ensemble de la concertation que l'on fait sur les projets éoliens en mer. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. On va essayer de pas trop déborder parce que Monsieur Perron a un train à prendre à 20h30. Je raconte votre vie. C'est surtout que la salle doit être libérée et à partir que, de 20h. Exactement. Et que même à partir de 19h, les portes sont fermées. Et que donc, voilà, on va essayer de sortir tous à 20h. Ça serait idéal, à condition qu'évidemment chacun et chacune ait pu poser toutes les questions et faire toutes les remarques qu'il souhaite faire. On est ensemble ce soir pour parler des projets éoliens flottants en Méditerranée. Ce qui s'appelle de façon un peu technique l'AO6. C'est un point d'étape actuel parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui avaient été promises d'être données au public et aux parties prenantes dans le cadre de la concertation par étape qui est en cours. Là, notamment, il y a un certain nombre d'informations concernant les appels d'offres à venir qui vont vous être présentés, mais aussi sur les études. Donc, l'ordre du jour de cette réunion, c'est un point sur le projet, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, son état d'avancement, et puis les prochaines étapes. Donc il y aura 3 séquences avec 3 temps d'échange, de réponse à vos questions. Cette réunion est enregistrée. Il y aura aussi un compte-rendu, donc tout ce que vous direz dans cette réunion, et ainsi que les réponses qui seront apportées par les participants seront consignées dans ce compte-rendu, et tout ça sera visible sur le site internet éolienenmer.fr à partir d'ici juste après Noël, peut-être, dans quelques jours. Je vous présente les participants donc, de ce soir, et après je me tais. Donc Stéphane Perron, donc vous êtes directeur par intérim de la DIRM, anciennement Affaires Maritimes, pour que tout le monde comprenne. Donc on est ici chez vous, c'est vos bâtiments. En quelque sorte. À votre droite, Mathieu Laurent. Mathieu Laurent représente l'État. Il travaille à la direction, la Direction générale de l'énergie et du climat, c'est-à-dire que c'est le ministère de la transition énergétique, et il porte plusieurs projets d'éolien, notamment offshore. Frédéric Autric est le directeur du projet à la DREAL, donc c'est le représentant de l'État, mais localement, et il est directeur du projet, aussi bien côté Occitanie que côté PACA, puisqu'il y a 2 parcs. Pascal Martin, pour terminer, et donc représente RTE, le réseau de transport d'électricité. Il est chargé de concertation, RTE étant co-maître d'ouvrage dans ces projets de l'État pour les projets offshore. Et puis sur la table juste à côté, Monsieur Lorenzi, Bernard-Henri Lorenzi, vous êtes garant de la CPDP, c'est-à-dire que pour la Commission nationale du débat public, vous suivez ces projets, la concertation continue sur ces projets éoliens en mer. Voilà, je passe la parole tout de suite pour le mot d'introduction à Monsieur Perron, et merci de votre accueil. Bonjour à tous. Le préfet de région, M. Mirmand, m'a demandé tout d'abord de l'excuser parce qu'il avait prévu de participer initialement à cette réunion. Il m'a demandé de le représenter et de vous adresser quelques mots en guise d'introduction de cette réunion. Ce ne sera pas long. Je voulais tout d'abord remercier les élus, les autorités représentant les acteurs du territoire, les différentes parties prenantes, les associations, le public, pour votre présence à cette réunion. J'aimerais rapidement, en introduction, rappeler les enjeux liés au développement des énergies renouvelables, et en particulier les énergies renouvelables en mer, et le projet objet de cette réunion. Vous le savez, le mix énergétique français actuel dépend à plus de 60% des énergies fossiles, gaz et pétrole. Ces énergies fossiles sont la plus importante source d'émissions de gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique. Il y a une urgence à sortir de ces énergies fossiles, et la dernière COP a rappelé cette urgence à l'échelle mondiale. Pour sortir de cette dépendance, il convient de réduire tout d'abord notre consommation d'énergie. Donc, c'est un objectif de réduction de consommation de 40 à 50% d'ici à 2050,
2050 grâce à 2 leviers. Tout d'abord, la sobriété, ce qui signifie consommer moins, et l'amélioration de l'efficacité énergétique grâce à des équipements plus performants ou utilisant une énergie avec un meilleur rendement. Pour autant, cette diminution globale de consommation va s'accompagner d'une augmentation très significative des besoins en électricité d'ici à 2050 pour accompagner la décarbonation qui est à l'œuvre dans les différents territoires, d'où l'enjeu d'accélérer la production d'électricité décarbonée, tout d'abord grâce à la relance du nucléaire, qui a été reconnue lors de la dernière COP, et l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Pour répondre à nos nombreux défis, l'État a fait le choix d'accélérer la mise en œuvre des parcs éoliens en mer et vise à la mise en service de 45 gigawatts d'éoliens en mer d'ici à 2050. Le projet de réalisation de 2 parcs commerciaux d'éoliennes flottantes d'une puissance de 250 mégawatts chacun, puis de leur extension ultérieure de 500 mégawatts, soit 750 mégawatts par parc, donc 1,5 gigawatts pour l'ensemble de la Méditerranée, ainsi que leur raccordement mutualisé au sein du réseau public de transport d'électricité géré par RTE, ici représenté, s'inscrit dans cette ambition. Ce projet, dit AO6, appel d'offres numéro 6, a fait l'objet d'un débat public en 2021 qui a réuni de très nombreux participants et a permis ainsi d'écouter les différents acteurs. Je remercie d'ailleurs la présence à cette réunion de M. Lorenzi, qui est garant désigné par la Commission nationale du débat public. Avec sa collègue, Mme Michel, malheureusement, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, et on lui souhaite un prompt rétablissement, ils vont accompagner le projet jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique, afin de veiller à ce que la qualité de l'information et de la participation du public par les maîtres d'ouvrage soit bien assurée. Pour conclure, rappeler l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État et le réseau de transport d'électricité, RTE, maître d'ouvrage du projet, poursuivent la concertation avec les différentes parties prenantes. Dans ce cadre, la réunion publique de ce soir nous permettra de vous présenter les évolutions et l'état d'avancement du projet depuis le débat public de 2021 et de répondre à vos questions et recueillir vos propositions. Et je précise qu'une autre réunion dans la même configuration a eu lieu avant-hier à Narbonne, dans l'Aude. C'est très bien déroulé. Voilà. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous signaler qu'il y a aussi dans cette salle 1 ou 2 personnes représentantes de la mairie de Marseille. Juste monsieur donc Hervé Manchon qui est adjoint et notamment chargé des questions de biodiversité à Marseille. Donc il est là dans la salle et il pourra participer, évidemment, faire des remarques et répondre à des questions, peut-être si ça concerne plus votre domaine. Juste avant de commencer, pour qu'on connaisse un petit peu les personnes qui sont dans la salle, est-ce que... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient déjà dans le débat public, qui sont dans cette salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, à part M. Balland que j'aperçois au fond? Donc je sais que vous allez la lever. Est-ce qu'il y a des représentants des porteurs de projets éoliens, donc qui seraient candidats? D'accord. Est-ce qu'il y a des élus aussi du territoire? Madame et monsieur. Très bien. Et bien, est-ce qu'il y a des simples citoyens qui n'ont jamais participé à aucun débat sur ce sujet? Très bien, ben voilà, on a un public diversifié et merci d'être présent pour ce premier jour de l'hiver au cours duquel je m'enrhume. Frédéric Autric, je vous passe pardon, excusez-moi, Monsieur Lorenzi, je vous passe la parole pour une séquence sur la Commission nationale du débat public et la concertation. Ça marche là, oui. Donc, moi-même et Laura Michel, que je vous prie d'excuser parce qu'elle est souffrante, sommes les garantes de cette concertation continue, c'est-à-dire de la période qui sépare le débat qui a eu lieu et l'enquête publique. Les garants sont des facilitateurs pour le public, mais aussi des incitateurs pour les maîtres d'ouvrage. Et il est très important que vous notiez qu'ils ne prennent pas position sur le fond des dossiers. C'est un élément essentiel dans la mesure où ils ne doivent que veiller au bon déroulement de la procédure vis-à-vis de l'information du public et cela jusqu'à l'enquête publique. C'est un élément très important qui
fait que nous sommes là comme des garants, comme notre nom l'indique. Le fondement de l'intervention de la CNDP s'appuie sur l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui, comme vous le voyez, permet à toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques, parce que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement qui sont détenues par les autorités publiques. Alors, la CNDP s'appuie sur 6 principes essentiels: l'indépendance, la neutralité, la transparence, l'argumentation, l'égalité des traitements et l'inclusion. Certains sujets sont plus difficiles à mettre en œuvre que d'autres. Par exemple, le dernier, c'est-à-dire l'inclusion à la rencontre de tous les publics, parce que très régulièrement, ce sont un petit peu les mêmes publics qui interviennent et qui participent. Et il est relativement difficile d'aller chercher d'autres publics, mais ça fait partie de nos missions. Que faisons-nous? Pour veiller à la bonne information du public, nous suivons l'état de prise en compte des enseignements issus du débat public qui a été présidé par Étienne Ballon, qui est dans la salle. Nous prescrivons des actions et donnons aux responsables du projet des conseils méthodologiques sur la façon dont il conduit la concertation. Nous vous servons de recours, dans la mesure où toute personne peut s'adresser à nous sur tel ou tel sujet. Et nous pouvons intervenir auprès des porteurs de projets éventuellement. Et enfin, nous rendons compte de l'état de prise en compte des recommandations à travers un rapport annuel qui est rendu public et que vous pouvez consulter en permanence. À ce sujet, nous sommes régis par une lettre de mission. Et la lettre de mission concernant ce projet a souligné un certain nombre d'enjeux et de points d'attention, entre autres 2 points essentiels: que les modalités de la concertation continue qui a lieu en ce moment permettent au grand public de contribuer directement aux prises de décision, et ensuite que ces modalités offrent une visibilité sur la prise en compte des retombées locales et de leurs impacts sur les milieux. Par ailleurs, les responsables du projet doivent justifier les zones retenues, notamment au regard des critères écologiques et des études environnementales en cours. Alors, nous avons assez récemment remis notre premier rapport intermédiaire que vous pouvez consulter sur le site qui est indiqué en bas, et voir ce qui s'est passé depuis le débat qui a été mené en fin 2021, si je ne me trompe. Il y a un lien entre ce projet d'éolienne et effectivement le débat public qui a lieu actuellement sur le document stratégique de façade. Et à ce sujet, je confirme ici la présence d'Étienne Ballon, à qui vous pourriez poser toutes les questions qui vous intéressent sur ce sujet, dans la mesure où il s'occupe de la partie méditerranéenne de ce débat sur les documents stratégiques de façade. Et donc, il est important de faire le lien entre l'aménagement des façades maritimes et des projets tels que l'éolien en mer sur lequel nous sommes là aujourd'hui. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez noter l'adresse sur laquelle vous pouvez joindre les garants en permanence: éolienmed@garant-cndp.fr, et nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite un bon débat. Et vous émettez régulièrement une newsletter aussi sur la concertation. Frédéric Autric et Pascal Martin, donc pour l'État et pour RTE, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce projet éolien en Méditerranée et particulièrement ce projet au large de Fos?
Bonsoir à tous. Donc, rappelez effectivement, comme on l'a dit en introduction, la nécessité absolue de produire plus d'électricité. Les études ont montré, que ce soit celle de l'ADEME ou de RTE, cette nécessité d'augmenter d'au moins 30% d'ici à 2050 notre production électrique. Et le choix qu'a fait la France, c'est de développer le nucléaire et de le faire de manière massive, l'accélération des énergies renouvelables terrestres ou marines. Et l'éolien en mer, en tant qu'énergie renouvelable marine, a toute sa place, puisqu'il a un certain nombre d'avantages. Il permet de produire beaucoup d'électricité en bénéficiant des vents qui sont très forts et très réguliers au large de nos côtes. Il permet également d'avoir une intensité bas carbone, j'allais dire, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui se rapproche de celle d'ailleurs du nucléaire. Et puis, c'est une filière qui est créatrice d'emplois d'ores et déjà en France, même si on n'a qu'un seul parc éolien raccordé au réseau, qui est le parc de Saint-Nazaire. Mais d'autres parcs sont effectivement en portefeuille, et j'y reviendrai juste après. Donc, le développement de l'éolien en mer est vraiment une priorité pour la France. Et cette priorité, en fait, elle n'est pas nouvelle, puisque ça fait depuis 2010 que des appels d'offres ont été lancés pour développer des parcs au large de nos côtes. Donc, je ne vais pas revenir sur chacun de ces projets, que vous pourrez regarder plus en détail lorsque vous récupérez le diaporama que nous mettrons sur le site Éolienne en mer à la page Méditerranée. Mais ayez en tête qu'aujourd'hui, sont en réalisation, en développement, sont engagés ou identifiés près de 10 gigawatts d'éolien en mer. Et pour donner un ordre de grandeur, 1 gigawatt, c'est à peu près la production électrique qui peut correspondre à la consommation de 2 millions d'habitants. Donc on a aujourd'hui, en consommation résidentielle, c'est-à-dire l'électricité que vous consommez à la maison. Donc on voit qu'on a un certain nombre de projets, dont ceux qui sont aujourd'hui l'objet de cette réunion, qui sont les 2 projets de parcs en Méditerranée et leur raccordement. Alors, faire un bref rappel sur la manière dont fonctionne finalement un parc éolien et son raccordement. Donc, comme vous vous en doutez, ces éoliennes sont flottantes, puisque c'est cette technologie qui a été retenue. Il y a 2 technologies aujourd'hui. La technologie posée, il y a 6000 éoliennes qui sont déjà posées dans la mer du Nord selon cette technologie posée, qui s'adaptent à des fonds qui ne dépassent pas 50 à 70 mètres de profondeur. Au-delà, cette technologie du flottant est tout à fait pertinente. C'est pour ça qu'on va la développer en Méditerranée, puisque son plateau continental s'adapte tout à fait à ce type de profondeur de fond et donc de technologie. Donc l'éolienne, elle est posée sur un flotteur qui lui-même est ancré au fond marin par un système de lignes d'ancrage. Entre chaque éolienne, on a un câble électrique dynamique qui va permettre de suivre les mouvements du flotteur et qui, éolienne par éolienne, vient se raccorder à un poste électrique en mer que je laisserai dans quelques instants Pascal Martin présenter. Pour nos parcs éoliens, on a un premier projet qui est un parc initial de 250 MW, ce qui peut représenter environ entre 10 et 20 éoliennes. Et le nombre d'éoliennes dépendra de la puissance unitaire qui sera développée par les porteurs de projets. À ce stade du projet, on ne fixe pas, et on le verra tout à l'heure dans le cahier des charges de l'appel d'offres, de puissance unitaire de référence. Ce seront aux candidats de nous faire des propositions. Donc on aura entre 10 et 20 éoliennes pour le premier parc, et puis sans doute le double pour son extension, puisque l'extension fera 500 MW. Et le parc initial et son extension vont tous les 2 se raccorder sur ce poste électrique en mer qui sera donc géré par RTE. Bonsoir aux personnes que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Donc effectivement, à partir du poste en mer, il s'agit du raccordement qui est développé et ensuite exploité par RTE, qui comprend donc ce fameux poste électrique en mer, sur lequel viennent se raccorder les éoliennes, qui permet de transformer la puissance en un niveau de tension plus important, de manière à évacuer la puissance fournie de manière efficace. Donc depuis ce poste en mer, on a, là pour le raccordement de l'AO6, on va devoir réaliser 3 liaisons 225 000 volts en courant alternatif, qui seront sous-marines dans un premier temps, jusqu'à un atterrage, une zone d'atterrage. Et ensuite, on aura un changement de technologie dans ce qu'on appelle une chambre de jonction d'atterrage. Et on va basculer sur une technologie de câble souterrain. Et ensuite, le raccordement doit se prolonger en souterrain, toujours par 3 liaisons 225 000 volts, jusqu'à sa connexion en fait, au réseau terrestre existant, le plus proche, et dimensionné de manière suffisante pour pouvoir justement derrière évacuer sur le réseau général la production du parc éolien et de son extension future. Alors dans certains cas, on a besoin, pour des raisons techniques, électrotechniques je dirais, de mettre un poste intermédiaire de compensation qui permet de gérer ce qu'on appelle la puissance réactive et de conserver une puissance active, c'est-à-dire de vraiment pouvoir évacuer efficacement la production et de ne pas manger toute cette puissance en route.
Mais donc ce poste intermédiaire dit de compensation, il est nécessaire dans certains cas où on dépasse un certain linéaire de liaison de raccordement. Et là, on a bon espoir pour ce raccordement d'éviter ce poste intermédiaire de compensation. On l'a toujours sous réserve de rester en deçà d'un linéaire un petit peu, où après ça bascule. On doit basculer pour réaliser ce poste. Voilà pour l'essentiel du raccordement. Bien sûr, je pourrais y venir plus en détail si vous le souhaitez dans la suite. Vas-y, pardon. Vous voulez compléter? Vous rappelez qu'au niveau de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, donc on voit sur cette infographie qu'il y a 2 dimensions. Il y a le parc éolien flottant plutôt en haut de l'infographie et le raccordement en bas. Pour la partie raccordement, la loi a fixé la responsabilité à RTE d'être le responsable du raccordement électrique. Donc c'est RTE qui va financer le projet, qui va le concevoir, obtenir les autorisations réglementaires auprès des services de l'État, puis l'exploiter et le démanteler en fin de vie de ces parcs éoliens. On voit que pour les parcs éoliens, la chose est un peu différente, c'est-à-dire que l'État, et en l'occurrence ici le ministère de la Transition énergétique, porte le projet au débat public, c'est ce qu'on a fait en 2021, fait le choix de poursuivre son projet, on a pris un certain nombre de décisions en mars 2022, et ensuite mène un certain nombre d'études techniques et environnementales que nous vous présenterons tout à l'heure, et est responsable de lancer l'appel d'offres qui permettra de désigner les opérateurs qui seront, eux, chargés de financer, concevoir, obtenir les autorisations réglementaires auprès des services de l'État, puis exploiter et enfin démanteler ces parcs éoliens. Et vous voyez que dans le cadre de ce projet, en fait, on a un décalage en fait, entre les différentes intentions de l'État. On a dans un premier temps ces 2 parcs éoliens de 250 MW, donc un au large du golfe de Fos et l'autre au large de la Narbonnaise, qui seront attribués à des développeurs d'ici à la fin de l'été 2024. Et puis un peu plus tard, avec un décalage de phase d'1 ou 2 ans, on lancera les extensions qui seront attribuées à des développeurs sans doute à l'horizon 2025-2026. Donc bien avoir en tête ce décalage dans le temps du projet global qui est prévu à l'échelle de la façade. Alors rappelez que ce projet il s'inscrit dans une démarche de concertation qui est assez ancienne, puisqu'en fait en Méditerranée, dès l'année 2015, a été planifié le développement de l'éolien en mer, notamment sur les réflexions qui avaient été menées pour l'identification de fermes pilotes et qui ont permis, suite à un appel à projet lancé par l'ADEME, d'attribuer et d'opérer 3 fermes pilotes en Méditerranée. Donc sur la carte, on retrouve ces 3 fermes pilotes avec des petits points rouges, l'un au large du golfe de Fos, c'est la ferme pilote dont d'ailleurs la ministre a fait la visite la semaine dernière et qui a été donc installée au large du golfe de Fos et qui devrait produire ses premiers électrons début 2024. Et puis 2 autres projets pilotes au large de Gruissant et de Leucate Barcarès, donc plutôt côté Occitanie, qui eux seront mis en service en 2025. Ensuite, ce travail de concertation s'est poursuivi en 2018 et ce travail a permis d'identifier pour le développement de l'éolien flottant commercial, c'est-à-dire de l'éolien flottant à une grande échelle, eh bien des zones à potentiel pour ce développement. C'est ce qu'on appelait des macro-zones à potentiel, et il y en avait 4 qu'on retrouve ici sous la forme de liserés. Donc j'en montre une, mais vous en douterez pour les suivantes. Donc c'était des grandes macrozones, il y en avait 4 qui représentaient environ 3300 km² d'espace en mer, qui avaient été jugés comme techniquement acceptables et avec des contraintes d'environnement et d'usage qui avaient pu être prises en compte pour leur définition. Et sur cette base, c'est le document stratégique de façade de 2019 qui a validé ces 4 macrozones, qui nous ont permis en 2021 de lancer ce débat public sur ces 2 projets en Méditerranée de 750 MW chacun, suite auquel eh bien, l'État a décidé de poursuivre la réalisation. Et donc suite à ce débat, en mars 2022, l'État a identifié plusieurs zones numérotées sur cette carte 1, 2, 3, 4. On a dit en mars 2022, il y aura un premier projet de parc et son extension qui se déploieront au sein de la zone numéro 1, à au moins 22 km des côtes, au large de la Narbonnaise. Ensuite, on avait dit qu'il y aurait un second parc et son extension qui se développerait soit dans la zone 2, soit dans la zone 3, donc la zone 2 au large de Fos et la zone 3 au large du Roussillon, sous réserve d'études environnementales qui devaient être complétées. Ce qui a permis à l'État, en juin 2023, de confirmer le choix de la zone numéro 2 pour l'accueil du second parc et de son extension. Et enfin, on y reviendra, tout à fait récemment, en novembre 2023, on a déterminé les zones d'appel d'offres qui s'inscriront dans la poursuite de ce processus, dans un détail que M. Laurent vous détaillera. Et enfin, je rappelle qu'il y a une zone 4 qu'on voit ici au centre du golfe du Lion, qui en mars 2022 avait également été identifiée,
dans une perspective de planification, en se disant qu'elle n'avait pas vocation à accueillir ses premiers projets, mais que peut-être demain, si l'éolien se développait, ça pourrait être le cas. Et ce sera d'ailleurs un des sujets du débat public de façade qui a été lancé par la CNDP tout à fait récemment. Donc en effet, Mathieu Laurent, donc, vous qui représentez le ministère de la Transition énergétique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on a choisi ces zones d'appel d'offres et quels sont les enjeux que vous avez considérés pour définir ces zones ? Tout à fait. Merci Domiti, enchanté d'être parmi vous ce soir. Donc, je suis Mathieu Laurent, responsable d'un des pôles éolien en mer à la Direction générale de l'énergie et du climat, au sein du ministère de la Transition énergétique. On va maintenant revenir sur la manière dont les zones de projet, et en particulier les contours de la zone 2, des zones de projet au sein de la zone 2 ont été définies. Afin de vous donner un petit peu de matière sur les contours qui ont été annoncés par différents ministres il y a quelques semaines. Frédéric Autric l'a mentionné, nous avons commencé le débat public avec une surface totale propice à l'éolien flottant de 3300 km² en 2019. À l'issue du débat public, des zones d'environ 300 km² ont été sélectionnées, donc c'est les zones 1, 2 et 3. Et 1 et 2 ont été sélectionnés par la suite. Et ensuite, actuellement, nous sommes dans une phase d'appel d'offres, c'est-à-dire que nous cherchons à attribuer les premiers projets de 250 MW au sein de l'État. Et dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, nous devons préciser l'emplacement précis qui accueillera le projet, sachant que les 300 km² sont largement trop pour accueillir à terme 750 MW. Et donc, il y a un besoin de raffiner l'utilisation de la zone. Dans une perspective de maximiser l'évitement au titre de l'environnement qui sera à la charge du développeur une fois qu'il sera nommé par l'État, nous avons estimé qu'il était nécessaire pour nos zones de projet d'avoir pour les parcs de 750 MW une superficie qui se situe entre 140 et 160 km². Donc ça fait, d'un point de vue technique, ça fait une densité, ce qu'on appelle une densité énergétique de 5 MW par km², sachant que sur nos projets français, globalement, aujourd'hui, on se situe plutôt autour de 7,5 MW. Donc c'est pour ça que, vous voyez, au fur et à mesure du projet, la superficie occupée s'affine. Et sous réserve, bien sûr, des discussions qui auront lieu sur les autorisations entre le porteur des projets et l'État, en particulier les services de la préfecture maritime, on s'attend à ce qu'à terme, ces 750 MW, ils occupent une superficie entre 85 et 125 km². Mais voilà, cette dernière part d'évitement, elle sera vraiment à la charge du développeur et non plus à la charge de l'État. En tout cas, ça résultera d'un dialogue entre État et développeur. Donc, nous avons cherché à raffiner les contours de la zone, des zones de projet, donc pour le parc de 250 MW et de 500 MW, au regard de la connaissance disponible sur différents enjeux, en particulier la vie-faune, les questions de pêche, de paysage et le potentiel en vent. D'autres critères sur lesquels je reviendrai ont pu être abordés, mais en tout cas, ils n'ont pas été clés dans la décision. Sur la prise en considération des enjeux environnementaux, on a fait un gros focus sur l'aspect avifaune marine et on s'est basé sur ce qu'on appelle des cartes de risque d'effet sur l'avifaune qui avaient été créées pour le débat public à O6. Et on voit que sur cette zone 2, il y a des fortes densités d'espèces qui sont susceptibles d'être impactées par l'éolien en mer au nord-est et à l'ouest de la zone, mais que sur le reste de la zone, les enjeux sont un petit peu plus forts. En tout cas, ça nous a incité à éviter ces zones en rouge qui dépassent assez peu, il faut le dire, sur notre zone 2. Idem, lorsqu'on fait un zoom de manière spécifique sur les espèces d'intérêt communautaire, on retrouve des contours assez similaires qui nous amènent aux mêmes conclusions. Sur l'aspect de la pêche, sur l'aspect pêche, un dialogue a été établi avec les professionnels de la mer. Et en tout cas, le signal qu'ils nous ont envoyé, c'était qu'ils souhaitaient préférentiellement
que le parc occupe des zones qui se situent dans l'espace Westmed. Donc c'est une zone qui est définie par l'État et sur lequel le chalutage est restreint, en tout cas interdit une partie de l'année. Donc étant donné qu'il y avait cette perte d'espace une partie de l'année, ils souhaitaient préférentiellement que les parcs soient situés sur ces zones. Mais on voit bien sûr que cette zone Westmed, finalement, elle recoupe qu'une petite partie de cette zone 2. Donc il y avait des enjeux à prendre en compte à la fin si on voulait avoir nos 150 km². Sur l'aspect économique, les cartes d'enjeux, pareil pour le débat public à O6, nous avons pu mettre en avant des cartes de valeur économique de la pêche sur l'ensemble des zones du golfe du Lion. Et ici, on voit que la valeur économique est maximale quand on se situe au nord de cette zone 2 et principalement à l'ouest et ensuite au sud-ouest de cette zone. Sur l'aspect paysage, donc il y a plein d'éléments qui vont avoir un impact sur la perception paysagère d'un projet éolien en mer. Il y a des choses qui peuvent être prises en compte au moment où l'on parle et où on définit des zones de projet. Il y a des choses qui seront prises en charge par le développeur. Typiquement, il peut par exemple aligner les éoliennes à partir de certains points de vue remarquables du littoral. Mais en tout cas, nous, l'approche qu'on a cherché à avoir, c'était, dans la mesure du possible, de privilégier un éloignement des parcs à la côte et d'adopter une forme qui est relativement compacte en limitant son étalement. Globalement, le potentiel éolien dans le golfe du Lion est très bon, hein, on va pas se le cacher. Cependant, si on regarde un petit peu plus précisément le potentiel et les vitesses moyennes de vent, on a une légère incitation pour produire plus à situer le parc plutôt dans la zone centre et sud-est. Sur l'aspect habitat, donc on voit qu'il y a au sein de notre zone 2, il y a deux types de risques d'effet pour les habitats benthiques qui sont présents, donc des risques faibles et des risques moyens. Sur lesquels il faudra avoir une vigilance particulière au moment de la conception du projet. Mais en tout cas, il n'y avait pas, selon nous, de risque à éviter de manière spécifique, alors que ça aurait été le cas si jamais on se situait sur des habitats remarquables, comme des têtes de canyon, ou alors, et c'est pas le cas sur notre zone 2, mais en tout cas au large de au sein du parc naturel marin du golfe du Lion, typiquement, vous avez des zones de pockmark ou de dunes qui sont vraiment des habitats remarquables et qui auraient été à éviter si jamais la zone en accueillait en son sein. Et donc, on a essayé de prendre en compte l'ensemble de ces différentes contraintes au sein de l'État pour faire un premier travail de détermination d'une zone qui nous semblait de moindre impact. L'objectif, c'est vraiment de minimiser les impacts sur différents volets, comme je l'ai mentionné. Et donc, nous sommes arrivés avec les services de l'État avec cette zone de 160 km². Qui prenait en compte l'impact paysager en essayant de se reculer par rapport à la côte, qui essayait de minimiser les enjeux par rapport aux oiseaux marins situés au nord, qui n'était pas non plus trop étendu sur l'axe est-ouest pour minimiser l'impact sur les oiseaux migrateurs. C'est vrai que c'est un point que j'ai pas mentionné tout à l'heure, qui se situait en partie dans la zone Westmed, mais qui évitait les zones à fort impact, notamment à l'est et au nord, et qui mobilisait les espaces les plus ventés. Donc sur la base de cette carte, des concertations ont eu lieu avec de nombreux acteurs de la mer et du territoire, en particulier les comités des pêches et les OP, des associations environnementales, le conseil scientifique de façade, le parc naturel marin et d'autres services de l'État comme l'OFB. On a vraiment cherché à prendre en compte dans la mesure du possible les différents retours qui nous ont été faits afin d'aboutir sur cette proposition de zonage qui donc a été annoncée il y a quelques semaines par la ministre de la Transition énergétique, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État à la mer. Donc au total, pour le parc de 750 MW, on se situe sur une superficie à hauteur de 155 km², donc dans notre fourchette de 140-160 km² qu'on visait. Ce qui veut dire qu'il y a, une fois de plus, qu'il y a une part d'évitement qui sera laissée à la charge du développeur. Et par rapport à la carte
zone de moindre impact que je vous ai présentée à la slide d'avant. Vous avez vu que nous avons pu tracer un petit peu une diagonale sur le côté nord-ouest afin de se situer en parallèle des zones bathymétriques, notamment pour des contraintes liées à la pêche. Et nous avons augmenté très, très légèrement l'espacement est-ouest du parc. Afin de prendre en compte les kilomètres carrés perdus au nord. Cet agencement, il nous permet, avec le parc de 250 MW au nord et le parc de 500 MW au sud, il nous permet d'avoir un premier parc de 250 MW qui bénéficie vraiment des vents qui arriveront de la côte et du Mistral. Et le parc de 500 MW qui aura un impact sur son productible, mais c'est plus intéressant de le faire dans ce sens-là, avec le premier arrivant qui est devant le vent et ensuite le second arrivant qui arrive derrière. Et par ailleurs, étant donné que le parc de 250 MW est plus petit, pour des questions de coût, c'est intéressant qu'il soit plus proche des ports d'opération et d'installation, notamment le port de Fos qu'on voit sur la carte. Par ailleurs, et je ne vais pas revenir sur toute la logique et la démarche qui s'est appliquée au sein de la zone 1, au large de l'Occitanie, les mêmes consultations ont été menées et ont abouti sur la distribution que vous voyez sur cette carte, avec au global une superficie un petit peu plus faible, de 144 km² au regard des enjeux sur la zone. Et avec un parc de 250 MW plus proche d'Agde et un parc de 500 MW qui sera en son sud. Et donc si on fait un petit bilan de ces deux zones de projet pour les volumes à terme de 1,5 gigawatts, voici un petit peu ce que ça représente sur une carte. On voit aussi les trois fermes pilotes et les macro-zones à vocation éolien flottant qui sont affichées ici. En termes de distance à la côte, sur le parc au sein de la zone 2 qui nous intéresse aujourd'hui, on se situe à une distance de plus de 25 km, alors qu'on était parti de 22 km, donc on a pu reculer le parc par rapport à la côte. Cette même démarche, avec une limite de 25 km, a été menée au large d'Agde. Et sur le projet en zone 1, on aura une distance à la côte de 30 km, en tout cas une distance aux côtes de l'Aude de 30 km. Donc voilà un petit peu pour le contexte, peut-être très rapidement sur cette carte. Vous pouvez aussi voir une zone en rouge donc qui se situe au nord-est de notre zone au sein de la zone 2, qui a vocation à accueillir le poste électrique en mer qui vous a été présenté précédemment. On ne sait pas encore la localisation très précise de ce poste en mer, mais elle sera définie ultérieurement, en tout cas, au sein de cette petite zone rouge par RTE. Voilà, donc ça c'est le point sur l'état du et des projets à date. On va ensuite passer aux étapes à venir, mais d'ici là, on peut peut-être commencer déjà à répondre à des questions, s'il y en a, sur le projet tel qu'il est actuellement, ou si vous avez des remarques à faire sur cette présentation qui vient d'être faite. Monsieur ? Est-ce que vous pouvez, monsieur, juste vous présenter avant de poser votre question ou faire votre remarque ? Pas de problème. Alors, je m'appelle Christian Raffi, je suis secrétaire général de la Fédération des sociétés nautiques des Bouches-du-Rhône, président d'une société nautique à la Pointe-Rouge. Je ne donnerai pas plus de détails. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les routes de circulation. Vous n'avez pas parlé en aucune manière, ni du commercial, ni du plaisancier. Actuellement, moi je m'occuperai plutôt du plaisancier, mais on peut évoquer le commercial, le professionnel. En ce qui concerne les plaisanciers, depuis la Covid, on assiste à un éclatement de la fréquentation et des gens qui se mettent vraiment à naviguer en Méditerranée. Ce n'est pas des grandes navigations qu'ils font, mais ce n'est pas la traversée de l'Atlantique, mais en Méditerranée, on a beaucoup à faire, et notamment dans cette zone entre Fos et en dessous, on va trouver les îles
les îles Majorque et compagnie. Hein, donc il y a pas mal de choses. Et on connaît aussi beaucoup, enfin moi qui navigue surtout en Italie, j'y trouve beaucoup de gens qui viennent de la côte de l'Aude, de Port-la-Nouvelle, de Port-Vendre, et qui traversent tout le site. Alors certainement qu'on va se retrouver avec des problèmes de navigation. Et ensuite, il faudra évoquer le problème de la navigation dans les zones qu'on connaît actuellement en Manche et en mer du Nord. Donc ici, on suit bien ce qui s'y passe et on pourra en parler si vous voulez. Merci. Alors, quelles sont les conditions de navigation pour les plaisanciers, Frédéric Autrec ? Alors déjà, effectivement, rappeler un principe qui prévaut dans l'usage de la mer. En France, c'est vrai qu'on a la volonté de concilier les usages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion ou d'exclusivité de l'espace maritime. En tout cas, c'est notre intention. Et dans le cadre de ces projets en Méditerranée, on a intégré deux aspects par rapport au trafic maritime. En premier lieu, pour la plaisance, on est parti du principe que les plaisanciers, alors qui ont une activité côtière marquée, là on a des zones qui sont relativement éloignées de la côte pour ces raisons. Les macrozones définies en 2018 étaient déjà à 18 km du rivage. Et la partie plaisance, en fait, on est parti du principe qu'un plaisancier, sous réserve évidemment qu'il n'ait pas un bateau qui soit trop imposant en matière de jauge, pourra transiter dans les parcs éoliens. Il n'y aura pas d'interdiction de passage, il ne devra pas contourner les parcs pour faire le chemin qu'il a l'habitude de faire. Imaginons qu'il trace une ligne droite, il pourra sans doute la poursuivre, évidemment en évitant les éoliennes, qui seront des obstacles à la mer, sachant que la réglementation imposera une interdiction de navigation au droit de l'éolienne. Donc ça pourrait être par exemple 150 mètres qui sera interdit de navigation au droit de chaque éolienne, peut-être 200 mètres qui seront interdits au droit du poste électrique que gérera RTE. Donc nous, on a plutôt fait le focus sur le transport maritime et notamment les grands navires, cargo. Et c'est pour ça que dès la définition des macrozones, cet enjeu du transport maritime, j'allais dire lourd, a été pris en compte. Et notamment, on peut le voir ici, sur un certain nombre d'axes connus. Donc bien évidemment, en premier lieu, l'axe du grand port maritime de Marseille vers l'Espagne. Et donc, c'est cet axe ici, un axe important, qui a été pris en compte et qui a marqué à l'époque la limite de la macrozone qu'on appelle D, enfin en tout cas qui est à droite sur la carte. Et ensuite, on a de nouveau ces axes de transport maritime qui ont été maintenus pour accéder au grand port de la façade, le port de Sète. Donc là, il n'y a aucune éolienne, il y a 6 nautiques de chenal en quelque sorte. Le port de Port-la-Nouvelle, qui marque là encore aussi la volonté de pouvoir accéder à ces ports. Alors c'était notamment les services de la préfecture maritime avec leur casquette défense qui nous avaient aussi demandé à permettre de pouvoir maintenir l'accès sans obstacle à ces ports de la façade pour ravitailler notamment les navires militaires. Et puis enfin, il y a une dernière zone qui a été prise en compte, mais qui était plus l'accès à une réserve stratégique de l'OTAN, ici de manière verticale, et qui avait conduit à la définition de ces macrozones. Et quand on a fait le travail, nous, d'analyse des trafics qui, j'allais dire, intersectaient les zones, il y a un trafic important qu'on a pris en compte, c'est le trafic entre Sète et l'Espagne. Donc c'est un trafic qui... Alors c'est difficile de vous regarder et de regarder la carte en même temps, surtout de parler dans le micro. Il y a un axe ici important qui est utilisé par les cargos, et donc on voit que la zone ministre numéro 1, c'est une ligne droite qui suit en fait un peu ce couloir usuel. C'est pas une route, c'est pas un dispositif de séparation de trafic comme on peut connaître en Manche. Voilà, donc on a intégré ces aspects transport maritime dans ces dimensions-là pour les zones ministres. Après, pour le travail qu'a présenté Mathieu Laurent, à l'échelle du raffinage et des zones d'appel d'offres, on n'a pas intégré de contraintes supplémentaires liées à ces trafics, puisqu'on les avait déjà évités dans les macrozones premièrement et dans les zones ministres 1, 2, 3, 4 secondement. Une autre question, remarque? Juste un complément. La carte là n'a pas été présentée, mais elle avait été présentée lors du débat public. C'était les différentes routes maritimes qui apparaissaient. Alors, par route maritime, attention, ce sont des routes usuelles, ce ne sont pas des routes obligatoires, comme il y a en Manche, où il y a des dispositifs de séparation de trafic. Là, c'était uniquement la matérialisation des émissions AIS, des balises, que tous les navires marchands, les navires de commerce ont à bord, les navires de pêche également, d'une certaine taille, et de plus en plus de navires de plaisance qui
font la navigation hauturière s'équipent de manière volontaire de ces balises AIS pour des raisons de sécurité, puisque ça permet, c'est de l'anti-collision en fait, ça permet de voir et d'être vu des autres navires. Donc ces cartes-là, bon, on les a pas forcément là, mais ont permis déjà de bien dessiner les 4 macro-zones et ensuite de faire le travail un petit peu de zoom, d'affinage sur les zones qui sont présentées ici. Mais il s'agit bien, je le précise, des routes usuelles, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'obstacle à la navigation entre les ports. Voilà. Juste une remarque sur l'AIS. Vous disiez qu'il y avait de plus en plus de plaisanciers qui s'en équipaient au niveau émission, puisqu'on est pratiquement tous équipés au niveau réception à partir du moment où on navigue au large. Mais au niveau émission, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, qui en dispose, et on assiste à une saturation. Alors, le problème, quand vous êtes au large, pas de problème qu'il y ait une saturation, mais s'il y a trop de monde qui se retrouve au niveau, à traverser les zones, les champs d'éoliennes, là, on peut arriver à une saturation, et il y a un risque qui est à déterminer. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais il faudra bien l'étudier en fonction de la multiplication de nombre d'émetteurs de la plaisance. Alors, j'en profite peut-être pour rebondir sur votre intervention, pour dire qu'effectivement, ce sujet de la sécurité maritime sera au cœur des réflexions qui seront menées pour autoriser ces projets, et que dans le cadre de la réglementation, tous les développeurs qui veulent développer un parc éolien en mer en France doivent établir ce qu'on appelle un plan d'intervention maritime, un PIM, qui est validé par le préfet maritime, qui est l'autorité en mer. Ce plan d'intervention maritime, en fait, il doit identifier quels sont les risques à la sécurité qui peuvent être rencontrés à l'occasion de l'exploitation de ce champ éolien et quelles sont les mesures que l'on met en place pour réduire ces risques. Donc notamment si un problème de saturation d'AIS était identifié dans ces secteurs, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir anticiper. Mais c'est également le cas en cas d'avarie, par exemple, des installations pour pouvoir venir apporter secours aux personnes qui font la maintenance, par exemple, de ces parcs éoliens. Enfin, vraiment, ça prend des dimensions assez larges. Et voilà, c'était une précision que je voulais apporter pour qu'on ait les éléments en tête. Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Si vous pouvez également vous présenter. Bonjour, Paul Paré, moi je suis professionnel de l'éolien en mer et je voulais avoir des précisions sur les postes électriques dont vous avez parlé, parce que j'avais le souvenir qu'il était prévu 2 fois à 750 MW fixes, posés. Et là, je vois que vous parlez de sous-stations qui sont loin, donc je me demandais si c'était prévu pour être flottant ou si c'était d'autres choses. Enfin bref, est-ce que vous pouvez préciser là-dessus? Merci. Oui, donc pour chaque parc éolien est prévu un poste électrique, donc d'une puissance de 250 MW, enfin de 750 MW, donc en fait qui permettra d'évacuer de manière mutualisée le parc AO6 et son extension future de 500 MW tel qu'il a été exposé tout à l'heure. Effectivement, le poste électrique sera posé, contrairement aux éoliennes qui elles seront flottantes, il sera posé au fond de l'eau avec ce qu'on avait tout à l'heure sur le schéma, c'est-à-dire qu'il y a un jacket un peu comme un treillis, et après donc il y aura des fondations au fond de l'eau. Donc le poste électrique lui-même sera posé. Alors effectivement, là, par rapport à la localisation des postes, ils seront effectivement au sein ou vraiment en bordure de la zone parc, dans des bathymétries assez importantes, effectivement. Et on arrive un petit peu, on est dans les bathymétries de l'ordre de 90 mètres, et on est un peu à la limite en fait de ce que la technologie posée peut accepter. Donc effectivement, c'est une question judicieuse. Donc effectivement, déjà, ce niveau de bathymétrie, c'est un beau défi technique. On sait faire, mais c'est un beau défi technique de faire ce fameux jacket qui fera une centaine de mètres de haut jusqu'au fond marin, effectivement. C'est bien prévu comme ça. Après, peut-être que dans une quinzaine d'années, on disposera de technologies flottantes pour les postes électriques qui dépendent en fait, alors c'est un peu technique, mais qui dépendent essentiellement aujourd'hui, le verrou technologique, il est au niveau des câbles haute tension, 225 000 volts ou autres, d'évacuation vers le réseau terrestre. Aujourd'hui, on ne dispose pas de technologie de câbles dynamiques, c'est-à-dire des câbles qui pourraient accepter
les mouvements en fait, du poste électrique en mer. Et donc cette technologie est en cours de développement, mais elle ne sera pas disponible avant une bonne dizaine d'années probablement. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans cette logique de postes posés, même à des bathymétries tout à fait significatives. Et puis peut-être en complément très rapide, globalement, au sein de la Méditerranée, en tout cas, au sein du golfe du Lion, on pense pouvoir à chaque fois se débrouiller entre guillemets avec un poste posé. C'est-à-dire que autant sur les côtes au large de l'Atlantique, il y a clairement un verrou technologique qui doit être franchi et qui permettra de libérer du potentiel. Autant sur le golfe du Lion, c'est pas le cas en fait. On estime qu'on saura faire. Il y a madame au fond, et après c'est vous. Bonjour, Marie Bravo-Monin, donc directrice du parc marin de la Côte Bleue. Je voudrais avoir un peu plus de précision. On parle des éoliens, on voit que vous avez fait très attention aux différents paramètres sur le volet en mer, mais quid des couloirs de raccordement ? Et du coup, sur les postes intermédiaires de compensation, vous avez parlé que c'était avec une distance linéaire de câbles qui nécessitait la mise en place de ces postes. Est-ce que ce sont des postes forcément terrestres ? Est-ce que ça demande aussi sur du linéaire marin ? Et derrière, sur toute la technologie et les moyens qui vont être utilisés pour l'enfouissement de ces câbles sur toute cette partie de raccordement. Pascal Martin, je crois que c'est pour vous. Alors, donc ce fameux poste intermédiaire de compensation, effectivement, il est terrestre, mais c'est-à-dire qu'il faut trouver du foncier, il faut plusieurs hectares de foncier pour mettre ce poste intermédiaire. On pressent que ça serait pas simple là sur ce littoral du golfe de Fos. Donc là, aujourd'hui, la localisation du parc, donc du poste en mer qui est prévu, et le linéaire pour rejoindre la côte nous laisse espérer quand même qu'on n'aura pas besoin de ce poste intermédiaire. Voilà, donc c'est plutôt les études de se poursuivre pour le confirmer, mais c'est plutôt ce que tendent à montrer nos études en l'état actuel des choses. Donc l'idée, c'est de raccorder liaison depuis le poste électrique directement sur le réseau existant sans passer par ce poste intermédiaire. Et on vise, en fait, dans une logique de regroupement des ouvrages électriques, en fait, on vise les postes existants, donc à étendre les postes existants du réseau terrestre, plutôt que de créer un poste ex nihilo. Donc dans les différentes options envisagées, on le verra peut-être un peu mieux tout à l'heure, dans le golfe de Fos, il y a plusieurs postes électriques existants qu'on pourrait étendre, qui permettraient derrière d'évacuer la production. Il s'agit notamment du poste de la Vera, dans le secteur de Martigues, également le poste de Dars ou de Feuillane, éventuellement sur la commune de Fos. Alors ensuite, vous aviez donc la deuxième partie de votre question, c'était sur un peu la consistance des liaisons de raccordement et les technologies d'enfouissement. Voilà. Donc effectivement, alors la partie sous-marine, en base, quand c'est possible, c'est-à-dire quand le sol est suffisamment meuble et pas trop de relief, donc la technologie qui est privilégiée, c'est l'ensouillage des câbles. Donc c'est-à-dire qu'on réalise une tranchée soit en soufflant, soit avec une sorte de charrue. On recherche une profondeur d'ensouillage de 1 mètre à 1,50 m des câbles. Donc les câbles sont posés, ils sont ensouillés au fond de l'eau. Et ensuite, donc ça permet de protéger, d'une part, de protéger les câbles, et d'autre part, que les activités en mer habituelles puissent reprendre leur cours, que ce soit la navigation, la pêche. Quand on a des tronçons particuliers, par exemple des tronçons avec de la roche ou des traversées d'ouvrage, ça peut arriver aussi, on peut mettre en place des enrochements, des protections mécaniques au-dessus des câbles. Et donc ensuite, on peut avoir des technologies un peu différentes à l'approche pour les zones d'atterrage. Suivant, donc effectivement, si la zone d'atterrage est une zone, par exemple sableuse, relativement meuble, on peut poursuivre l'ensouillage jusqu'à la plage. Ensuite, quand on arrive sur des côtes plus rocheuses, par exemple, on peut avoir d'autres technologies possibles, par exemple le passage en sous-œuvre. Donc soit avec des technologies ce qu'on appelle des forages dirigés ou de micro-tunneliers pour franchir ces zones rocheuses jusqu'à la côte. Voilà. Ensuite, pour prolonger un peu je sais pas si c'était la question de la partie terrestre.
la partie terrestre, pour poser les liaisons souterraines sur la partie terrestre, on fait une tranchée comme ce que vous pouvez connaître pour du réseau d'eau ou d'autres réseaux. Donc on fait une tranchée, on pose les câbles dans la tranchée, on recouvre la tranchée. Souvent c'est en bordure ou sous les voiries. Et une fois que les liaisons sont posées, d'ailleurs que ce soit en mer ou à terre, l'objectif c'est qu'on les voit plus et qu'elles disparaissent quelque part. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes. N'hésitez pas à rebondir. Toute la question vient des retours d'expérience qu'on a sur l'enfouissement de ces câbles, sur ces zones rocheuses, puisque du coup le parc marin est concerné par du coup la zone d'atterrage de ces câbles. Et sur les technologies, les temps de travaux et de raccordement, les délais que ça peut impliquer aussi. Voilà. Et sur le fait que, voilà, sur une technologie que l'on ne connaît pas, ou en tout cas qui, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de données sur cette faisabilité, les impacts que ça peut faire sur des habitats communautaires, sur des habitats d'intérêt Natura 2000, d'habitat prioritaire. Voilà, donc c'est vrai que toutes ces questions de technologies utilisées dans les fonds marins à la côte, sur des zones rocheuses, voilà, quelles études, quel accompagnement du conseil scientifique là-dessus par rapport à ces raccordements-là. Alors, bon, après, bien sûr, chaque site est différent. Mais la technologie, c'est quand même des technologies qui sont relativement éprouvées. Je pense notamment à la technologie du forage dirigé. Par exemple, c'est celle qui a été réalisée pour l'atterrage de Provence Grand Large. Alors, effectivement, on est sur des travaux qui durent, là, on parle quand même de plusieurs semaines, voire un peu plus. Ça dépend comment ça se passe, ça dépend de la météo. C'est toujours pareil, vous savez que en mer, quand on fait les travaux, comme quand on navigue ou d'autres activités, on est aussi tributaire de la météo. Donc ça fait partie aussi des aléas qu'on peut vivre en phase travaux, mais ceci étant, ces technologies de sous-œuvre, forage dirigé ou microtunnelier, c'est quand même des technologies qui sont relativement matures. Mais bien sûr, après, on peut avoir des enjeux, des mises en œuvre, des difficultés potentielles qui sont spécifiques au site. Donc ça, il faudra qu'on l'étudie. On a commencé à l'étudier, notamment sur les options de cheminement et d'atterrage qui sont envisagées aujourd'hui, sur lesquelles on travaille. On a bien intégré, d'ailleurs on en a parlé, discuté, mais on continuera à discuter et d'étudier ça avec vous, bien sûr. Les enjeux, notamment, Posidonie, que l'on connaît sur la zone côtière de Martigues, en particulier, par exemple. Donc là, oui, on a bien ça en tête et on faudra poursuivre ces études et trouver vraiment la meilleure solution, et ensemble, j'espère. Vous reparlerez, je crois, tout à l'heure de la concertation Fontaine, justement, dans le suite du dialogue. Madame, vous êtes donc élue à Sainte-Marie-de-la-Mer. Vous vouliez poser une question, on va vous passer le micro. Je voulais savoir ce qu'il en était du devenir de la pêche professionnelle et de la pêche amateur sur ce secteur. Est-ce que vous pouvez juste donner votre nom, parce que pour le compte-rendu, c'est noté. Isabelle Hainaut, et je suis donc déléguée par la commune des Sainte-Marie-de-la-Mer sur les dossiers environnementaux. Alors, comme l'a rappelé Mathieu Laurent, dans la définition des zones d'appel d'offres, donc le raffinage de la zone 2 à quelque chose d'un peu plus petit, moitié moins important, on a effectivement concerté avec les représentants de la pêche professionnelle, et en l'occurrence le comité régional des pêches PACA. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut pêcher dans un parc éolien flottant ? Donc aujourd'hui, la question reste ouverte. On sent qu'il peut y avoir quand même des difficultés à pouvoir accepter, pour des raisons de sécurité, la pêche aux arts traînants, comme le chalutage par exemple, puisque, comme on l'a compris, un projet de parc éolien flottant, c'est des éoliennes qui ont des systèmes d'ancrage, qui occupent la colonne d'eau, c'est-à-dire sur la hauteur d'eau, et également des câbles électriques. Mais pour autant, les discussions sont ouvertes. Il y a des contacts qui ont été pris par les comités des pêches avec la préfecture maritime pour voir est-ce qu'il y a des réflexions qui doivent être ou pas menées. Et j'ai en tête notamment côté Occitanie, le président qui était présent mardi soir nous a annoncé des études à venir en relation avec les services de l'État pour voir dans quelles conditions des pêches de ce type pourraient se poursuivre. Ensuite, il y a les arts dormants. Donc là, c'est plutôt la pose de filet. Là, il y a des expérimentations qui sont ouvertes dans le cadre des fermes pilotes. Il y a cette possibilité qui est ouverte par les arrêtés. On verra s'il y a des expérimentations qui seront demandées par les professionnels dans les fermes pilotes françaises. Il y a aujourd'hui une ferme au large de l'Écosse qui est développée par Equinor, qui a un premier retour d'expérience sur les arts traînants. C'est-à-dire qu'ils ont fait un test en grandeur nature pour opérer des navires qui posaient des filets.
Et les retours sont très positifs. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la porte est ouverte aux discussions pour déterminer les conditions de sécurité qui permettraient aux professionnels de poursuivre leur activité. Après, je ne vous cache pas que l'inquiétude qui est la leur, c'est que, notamment pour les pêcheurs chalutiers, c'est de se dire, mais finalement, ces espaces, si on ne peut pas y aller, c'est des endroits où on ne pourra plus pêcher. Hein. Ça, c'est un constat qui a été fait lors du débat public et qui est récurrent dans leur prise de parole. Mais je crois qu'il y a cette ouverture-là qui est faite aujourd'hui et qui permettra peut-être demain d'envisager des solutions de ce type ou pas. C'est vraiment les conditions de sécurité qui vont prévaloir en premier lieu. Vous avez aussi la pêche sportive qui se pratique sur ce secteur. Alors peut-être au niveau de la prémarche, je ne sais pas si vous avez en tête la réglementation qu'on peut appliquer pour la pêche sportive et lui peut-être donner un micro à notre collègue. Oui, bonsoir, Bastien Mougin de la préfecture maritime. C'est ce qu'on a dit. Pour l'instant, finalement, les usages, on ne les interdit pas de principe, on ne les autorise pas de principe, on va juste se permettre de laisser le temps d'appréhender la technologie nouvelle, savoir en fait en quelles conditions de sécurité on peut pratiquer la pêche. Là, la position est quand même de se dire, ça va être des usages nouveaux qu'il va falloir apprendre, une nouvelle technologie, un engagement du fond marin assez important. Là, à l'état actuel, à ce jour, on ne peut pas vous dire la position de principe sera celle-ci, l'autoriser, ou celle-là d'interdire. Ce qu'on va juste faire pousser, c'est que les comités des pêches ou même les associations de pêche sportive se rapprochent des porteurs de projets, étudient ensemble les différents risques que peuvent causer leurs activités et quelles sont les contraintes techniques qu'ont les porteurs de projets. Et ensuite, l'État fera un peu l'arbitre entre les différents enjeux de chacun. Donc, pas de position de principe pour l'instant, mais des dialogues qui doivent se poursuivre entre porteurs de projets et différents pêcheurs. Et peut-être parce que moi j'avais interprété votre question en pensant pêche sportive et compétition de pêche sportive. J'étais parti dans ce raisonnement-là, les deux. Voilà, parce qu'il faut distinguer le pêcheur qui est sur son bateau de plaisance, qui pêche avec sa canne à pêche. Bon, ben lui, je pense que ça va être les règles qu'on appliquera à la plaisance qui prévaudront. Puis après, il y a organiser une compétition de pêche sportive au sein d'un parc éolien. Là, c'est une autre dimension et on comprend bien que les conditions de sécurité qui doivent être satisfaites ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est les précisions que je voulais apporter. Merci beaucoup, monsieur. Et puis après, on va passer à la section suivante. Merci, bonsoir. Merci. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir assister à cette réunion. Moi, je suis un simple habitant de Martigues. J'habite à Ponto. Je suis né à Martigues. J'ai grandi autour de ce golfe de Fos. Est-ce que vous pouvez juste nous donner votre nom pour le compte-rendu aussi ? D'Argent, Eric. Donc, c'est vrai que en fait, moi, j'avais entendu parler déjà il y a quelques années de parcs éoliens, et puis je m'étais dit, bon, ça se fera jamais, il y a les pétroliers qui passent là, c'est pas possible. Et puis un jour, devant chez moi, j'ai vu passer ces grandes éoliennes. Donc, c'est là où j'ai commencé à me renseigner, essayer d'en savoir un petit peu plus et de comprendre ce qui se passait. Donc, j'avais déjà envie de parler de cette dimension un peu psychologique. C'est vrai que à Martigues, c'est particulier. On est sur un environnement industriel. La côte est industrielle. On vit avec depuis tout petit. J'ai vu grandir cette industrie aussi, notamment du côté de Fos-sur-Mer, où enfant, j'allais sur les plages qui étaient magnifiques. Hein. Voilà. Bon, le résultat aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui, bien sûr, a permis, on va dire de manière générale, à l'être humain de continuer à progresser, à une croissance, à utiliser tout ce qu'on utilise aujourd'hui, voilà, pour produire, pour fabriquer. Donc je comprends cette évolution-là, mais en même temps, il y a aussi cet impact un peu psychologique, cet impact d'être entouré par les industries, c'est quelque chose de particulier, et se retourner vers la mer, ça restait un petit peu l'échappatoire. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu ces éoliennes être transportées devant chez moi et se placer devant chez moi, ça a été quelque chose qui m'a touché particulièrement. Après, je comprends très bien et j'entends les enjeux aussi de décarbonation et j'entends aussi l'enjeu nucléaire qui se mêle à tout ça. Alors bon, voilà, c'était déjà pour faire part j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas-là et que d'autres aussi vivent cette évolution vers l'éolien de la même manière que moi. J'ai entendu parler aussi tout à l'heure de l'impact vis-à-vis de la faune, pour que ce soit le moins important possible. J'ai entendu parler aussi du côté visuel.
Est-ce que... Alors ma question, c'était parce que j'ai compris qu'il y allait avoir entre 10 et 20 éoliennes, on ne sait pas trop, peut-être 2 fois plus. Est-ce qu'il y a déjà il y a une limite dans le nombre d'éoliennes ? Est-ce qu'à un moment donné, ça sera stop et il n'y aura pas plus ? J'ai entendu parler aussi tout à l'heure d'alignement. Mais si on aligne pour Martigues, ben, ça ne sera pas le même alignement à côté. Et qui va prévaloir, qui va l'emporter ? Et ensuite, j'avais aussi une question sur les éoliennes pilotes. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Est-ce qu'elles vont rester là ? Est-ce qu'elles vont disparaître ? Et enfin aussi sur le poste, parce qu'en étant à Ponto, ben, j'ai entendu tout à l'heure que le poste de relais pouvait atterrir sur la centrale EDF, j'imagine. Hein, la centrale EDF est là, peut-être que ça serait un endroit parfait pour mettre ce poste. À quoi ressemblerait ce poste ? Voilà. Beaucoup de questions en une seule. Et il faudrait une boule de cristal. Il vous faudrait une boule de cristal pour voir comment ça va se passer. Est-ce que vous voulez commencer d'abord par répondre sur l'impact visuel, peut-être, la distance à la côte ? Peut-être, oui. Enfin, proposer des premiers éléments de réponse et je laisserai M. Autric compléter. Donc, en effet, je pense que vous l'avez très bien et très clairement exprimé. Enfin, finalement, l'éolien en mer, ça questionne la perception de la mer, quoi. C'est-à-dire que l'environnement va changer. Et il y aura une part d'humain qui sera devant nous, au même titre qu'il y avait des bateaux en attente ou autre. En tout cas, là, ce sera des points fixes. Et ça, on ne va pas le nier. Pour donner une impression de ce que ça pourrait donner, l'État on a réalisé des photomontages. Donc je ne sais pas s'il y a le point de Martigues, mais je pense qu'en tout cas il y a des points le long de la côte pour donner à voir ce que ça pourrait représenter. Ces photomontages, ils vont être en particulier, je ne sais pas s'ils sont sur le site éoliennemer.fr, mais en tout cas je crois que oui. Ils sont sur le site du débat. Et ils sont aussi sur le site du débat public depuis quelques semaines. On en parlera un petit peu après du débat public. Donc si vous voulez vous renseigner sur cet impact visuel, on a dû faire des hypothèses parce que, et j'y reviendrai juste après, les contours de ce projet, ils ne sont pas totalement définis. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans ce qu'on appelle la réforme des caractéristiques variables. Sur les premiers projets éoliens en mer, qui sont installés notamment au large de Saint-Nazaire ou autres, les projets ont été attribués en 2012 et la puissance des éoliennes était fixée au moment de l'appel d'offres. Et finalement, ils ont été construits 10 ans après. Donc on a installé des éoliennes de 6 MW, alors que dans le monde, il y avait des éoliennes de 15 MW qui auraient permis de diviser par 2 ou 3 le nombre d'éoliennes. Donc cette réforme, elle permet de bénéficier des dernières évolutions technologiques. C'est dur de savoir... Qu'est-ce qui existera en 2030-2031 quand ces projets seront là ? Nous, pour les photomontages, on a fait une hypothèse de 18 MW par turbine. Donc je crois que ça fait une petite quinzaine d'éoliennes, si mes souvenirs sont bons. Voilà, encore une fois, c'est des hypothèses qu'on prend. Est-ce que vous aviez une limite de taille ou de puissance, justement, ce que demande monsieur ? Justement, dans le cahier des charges, j'ai plus exactement les chiffres. On a un critère sur le nombre maximal d'éoliennes. Je pourrais regarder tout à l'heure si vous le souhaitez, mais je crois que c'est entre 20 et 25. Mais on s'attend à ce que ce soit moins du fait des progrès technologiques. Et sur la hauteur aussi ? Et sur la hauteur, il n'y a pas de limitation. Mais voilà, il faut savoir que plus ça va haut, finalement, moins on en a. Donc, je n'ai pas la réponse si c'est mieux ou si c'est pire. Sur les projets pilotes, ils vont continuer à opérer et ils vont permettre... ils permettent déjà de préparer l'outil industriel pour ces futurs projets. Et donc, ils opéreront comme prévu pendant une durée entre 20 et 30 ans, enfin en tout cas peut-être des porteurs de projets pour compléter. Et ensuite, ils seront démantelés. Mais ils auront servi à cette montée en compétences de la filière et à des apprentissages. Et sur le poste électrique, je laisse RTE compléter. Qu'est-ce qui va devenir le poste électrique, Pascal Martin ? Oui, en fait, vous aviez en tête le poste électrique de Ponto avec la centrale de Martigues-Ponto, la centrale EDF. En fait, on manque de foncier au niveau du poste électrique de Ponto. Donc, en fait, l'extension dans cette option de raccordement côté Martigues, c'est une option parmi d'autres encore. Enfin, on pourra y revenir tout à l'heure. L'idée serait quand même plutôt de se raccorder sur le poste de l'Avera, qui est un peu plus au nord, qui est vraiment à l'entrée en fait de la zone pétrochimique, naphta-chimique et moine, qui est vraiment collée à cette zone industrielle. Donc voilà, l'idée serait plutôt d'étendre le poste de l'Avera. Il y a une partie du terrain qui appartient à RTE, on travaille là-dessus, plutôt sur l'Avera.
On va peut-être passer à la suite, si vous avez eu à peu près un éclairage sur la vision que vous pourrez avoir. On va passer au dialogue concurrentiel. Mathieu Laurent, pour le ministère de la Transition énergétique, vous travaillez au ministère de la Transition énergétique, vous travaillez particulièrement sur ce dialogue concurrentiel avec les différents porteurs de projets candidats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus ? Et tout à fait. Donc, en parallèle de ces étapes de détermination de zones et d'affinage avec les acteurs du territoire, et depuis finalement quasiment la décision ministre, est menée une procédure de mise en concurrence pour attribuer les 2 parcs de 250 MW dont on parle. Donc, elle est menée selon un petit peu en tout cas la méthodologie française, avec quelques caractéristiques. Donc cette procédure de mise en concurrence, elle vise à attribuer un projet, c'est-à-dire que le porteur de projet aura le droit d'occuper la zone définie dans les cartes qu'on a vues pour installer son projet, sous réserve qu'il obtienne bien ses autorisations. Il aura aussi le droit de raccorder son projet au réseau de transport d'électricité. Et ensuite, d'un point de vue économique, être lauréat lui donnera droit et l'obligation même de conclure un contrat avec EDF Obligation d'achat pour la revente de l'électricité produite. Et ce tarif d'achat, il sera garanti sur 20 ans selon un mécanisme qu'on appelle le contrat de complément de rémunération. Donc c'est un mécanisme qu'on appelle bisymétrique, c'est-à-dire que si les prix de l'électricité sur le marché sont supérieurs au tarif d'achat qui est garanti au développeur, dans ce cas-là, le développeur va reverser la différence à l'État. Par contre, si c'est l'inverse, si les prix de l'électricité sur les marchés de l'électricité sont inférieurs à ce tarif cible, dans ce cas-là, c'est l'État qui compense la différence. Donc c'est un modèle qui permet de sécuriser la faisabilité des projets, puisque le développeur permet a une certaine garantie en tout cas sur ses revenus sous réserve qu'ils produisent. Et pour l'État, ça permet de bénéficier des périodes de marché, notamment comme l'an dernier, où les prix sont très élevés. Et à titre d'exemple, il y a plusieurs milliards d'euros qui ont été reversés sur 2023 par les énergies renouvelables du fait de ce mécanisme de contrat de complément de rémunération à l'État. Donc ça a vraiment des avantages pour le développeur et ensuite pour l'État. Finalement, cette procédure de mise en concurrence, l'objectif, c'est d'avoir des prix qui ont un impact le plus faible possible sur les finances publiques, tout en maximisant les retombées pour le territoire et pour la biodiversité en particulier. Et ça ressemble finalement à un marché public. Et à ce titre, on mène des discussions avec les candidats et avec d'autres acteurs pour essayer de déterminer au mieux quelles seront les règles de partage des risques qui vont s'appliquer entre l'État et le développeur. C'est une période assez longue puisque un cahier des charges, c'est 300-400 pages assez juridiques sur cette notion de partage des risques. On essaie d'anticiper au maximum ce qui pourrait se passer un jour dans un projet qui sera mis en service en 2031 et qui opérera peut-être pendant 30 à 40 ans. Et par ailleurs, le cadre de cette procédure de mise en concurrence, il est regardé de près par la Commission européenne, puisque c'est considéré comme une aide d'État, finalement, cette garantie que donne l'État. Et donc, il y a un certain nombre de règles qui sont fixées, notamment la notation sur le tarif doit représenter au moins 70% de la note, et il n'est pas possible de mettre des critères de contenu local direct dans ces appels d'offres. Donc, cette procédure de mise en concurrence que je mentionnais, elle a commencé au mois de février 2022 avec une première phase de candidature à laquelle ont répondu 13 candidats. Ces candidats ont été nommés par la ministre en août 2022. Et ensuite, pendant un petit peu plus d'un an, s'est tenue cette période de dialogue concurrentiel sur laquelle je reviendrai juste après, où on a pu échanger État et lauréats, mais aussi État et ensemble des acteurs sur les contours du cahier des charges qui définiront les modalités d'attribution, mais aussi les modalités d'opération du projet éolien en mer. Sur ce projet, je mentionne à la Commission européenne, on a reçu l'accord, en tout cas d'aller de l'avant vis-à-vis de la Commission européenne il y a quelques semaines. Et nous avons saisi ce qu'on appelle la Commission de régulation de l'énergie, qui est un organe indépendant
qui va rendre un avis sur le cahier des charges avant que nous puissions publier une version finale de ce cahier des charges. Et ensuite, à partir, on l'espère, du mois de janvier, les candidats auront 4 mois pour préparer leur offre. Et donc, on s'attend à une nomination ensuite des candidats autour du mois d'août ou de septembre 2024, une fois que la Commission de régulation de l'énergie aura analysé toutes les offres. Donc, ce n'est pas l'État qui analyse les offres, c'est quelque chose qui est fait par cet organe indépendant. Donc je vais juste revenir sur cette période de dialogue concurrentiel qui s'est étalée dans le temps, en tout cas pour la O6, mais aussi pour les précédentes. C'est une période qui s'étale dans le temps pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui donnent des avis ou avec qui l'État échange. En premier lieu, les candidats. Donc à ce titre, il y a eu 5 réunions plénières qui ont réuni tous les candidats, une réunion bilatérale entre l'État et chacun des candidats, une visite de laboratoire, parce qu'il faut savoir, et on y reviendra juste après, que c'est l'État qui mène les études de caractérisation des sites. Donc on est allé faire des carottages et ce qu'on appelle de la géophysique pour caractériser les fonds marins. Et donc à ce titre, les candidats ont pu aller visiter le laboratoire qui traitait les échantillons. Et par ailleurs, on échange beaucoup avec les candidats par des contributions écrites. Donc c'est l'État qui pose des questions concrètes aux candidats sur tel mécanisme de partage des risques, sur telle clause de notation, et les candidats répondent. En parallèle de tout ça, il y a des échanges avec la Commission européenne pour se voir attribuer l'aide d'État. Et donc, ça prend la forme de réunions de travail, de questionnaires qu'on s'envoie en retour et de nombreux échanges pour aboutir sur le projet de décision qui a été publié il y a quelques semaines. Pendant toute cette période, il y a aussi de nombreux échanges avec la Commission de régulation de l'énergie qui, à terme, notera les candidats. Donc, c'est important de maintenir le contact puisque c'est elle qui va se servir du cahier des charges pour noter les candidats à l'issue une fois qu'ils auront remis leurs offres. Et en parallèle de tout ça, puisque RTE est aussi très impliqué, on échange beaucoup avec eux. Et sur la Méditerranée, on a beaucoup échangé avec les régions, la préfecture maritime sur les questions de sécurité maritime, le CS éolien flottant, les comités des pêches, des associations environnementales et d'autres services de l'État. Donc on a essayé d'être assez exhaustif et de prendre différents avis pour avoir un cahier des charges qui soit le plus robuste et le plus bénéfique possible pour l'ensemble des acteurs. Donc le cahier des charges de la O6 en particulier, il notera en tout cas il vise à noter les candidats sur leurs engagements environnementaux, leurs engagements en matière de développement territorial, de façon à obtenir le meilleur tarif et donc de minimiser le coût pour l'État, voire lui rapporter de l'argent sur le long terme si les prix de l'électricité sont élevés, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et il y a aussi des sections spécifiques sur la prise en compte des enjeux pêche, paysage, tourisme ou encore environnement, sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez. Donc voici un petit peu la grille de notation qui s'appliquera aux candidats de la O6, avec, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas une part de la notation à 70% sur le critère tarif d'achat. 5 points qui seront attribués à la robustesse du montage contractuel et financier, avec un seuil limite, parce qu'on n'a pas envie qu'un candidat qui soit pas en bonne situation économique puisse gagner un projet, par exemple. Sur l'aspect environnemental, il y aura un critère de notation sur le nombre maximal d'éoliennes de l'installation qui est considéré au moment de l'offre, afin de chercher à minimiser le nombre d'éoliennes. Des engagements du candidat sur le montant qui s'engage à allouer à des mesures qu'on appelle éviter, réduire, compenser sur l'environnement et qui seront discutées avec les services de l'État au moment où se décident les autorisations du projet. Ainsi qu'à ce qu'on appelle un fonds biodiversité, donc qui vise à augmenter la connaissance de la biodiversité qui serait potentiellement affectée par le projet. Donc c'est un fonds qui se verrait alloué autour de 2,5 millions d'euros au minimum, sachant que l'enveloppe globale sur ce critère de notation se situe à 25 millions d'euros si le candidat souhaite avoir tous les points. Et enfin, il y aura des critères sur le recyclage des pales et des aimants dégénératrices afin de maximiser l'effet vertueux de ces projets. Sur l'aspect enjeux sociaux et développement territorial, il y aura un certain nombre de points sur
la participation des PME au projet, tant sur les phases d'études et de développement et d'installation que sur les phases d'entretien et de maintenance. Il y aura un critère sur le montant de financement ou d'investissement participatif proposé pour l'installation afin que le candidat soit incité à impliquer le territoire dans son projet, en particulier d'un point de vue financier. Et ensuite, des engagements du candidat en matière d'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et de profils type alternant, là encore afin de contribuer à la formation et à l'intégration de nouvelles personnes dans cette filière d'avenir. Quelques autres aspects importants du cahier des charges sur lesquels je vais revenir. Il a été décidé que les 2 lauréats seraient distincts, donc sur les 2 projets AO6, afin de favoriser un environnement concurrentiel au sein de l'espace méditerranéen. Parce qu'il faut savoir que ce sera probablement les 2 premiers projets commerciaux en Méditerranée. Ces projets. La notification à la Commission européenne mentionne un budget maximal de l'aide de 4,12 milliards sur 20 ans. Donc voilà, il faut je vais juste passer un petit peu de temps sur cet aspect-là pour mentionner vraiment que c'est un budget maximal qui est pris avec des hypothèses extrêmement conservatrices, justement pour pas que le projet ne puisse pas se faire si on est dans des situations assez extraordinaires. Donc il considère notamment cette hypothèse, elle considère notamment des prix de marché à 36 € du mégawattheure, alors que sur l'année dernière, on était plutôt autour de 200 € du mégawattheure. Et par exemple, si jamais il y avait une différence de 30 € du mégawattheure entre les prix moyens de l'électricité et le tarif d'achat, ce montant de l'aide il serait divisé par 1/3, voire même ça pourrait être un gain pour l'État si jamais on était sur ces 20 ans dans une période de prix élevé de l'électricité, en tout cas au-dessus de ce tarif cible. Donc ce budget maximum, c'est vraiment afin d'être sûr que le projet puisse se faire et de ne pas l'avoir notifié pour rien. Et après, il y a tout un tas de critères de recevabilité des offres sur lesquels je ne vais pas forcément revenir parce que je vois le temps qui passe, mais je pourrais prendre des questions au besoin, avec peut-être juste un zoom sur des seuils maximales d'évaluation carbone de l'installation et du bilan carbone du transport sur site lors de la maintenance, afin de maximiser les retombées pour le territoire lors des opérations de maintenance et d'avoir un projet qui soit le plus vertueux possible pour l'environnement. En parallèle de ce travail sur le dialogue concurrentiel et la préparation et le futur choix des lauréats, il y a aussi des études environnementales et techniques, aussi bien au niveau de l'État que chez RTE. Vous allez nous les expliquer. Oui, effectivement, pour les projets éoliens en mer, la stratégie, c'est que l'État mène des études amont de dérisquage, pour dérisquer le projet en quelque sorte, et qui permettent d'apporter une connaissance qu'on n'a pas avant, très simplement. Donc il y a des études techniques qui sont menées sur 3 dimensions, à la fois la qualité du gisement éolien, c'est-à-dire la capacité de production des sites dans le golfe du Lion. En l'occurrence, on a mis en place, vous le voyez en bas à gauche, 3 bouées lidar qui sont opérées en quelque sorte par Météo France et qui resteront à la mer jusqu'en septembre 2024. Donc on aura eu 3 ans de mesures qui permettra de qualifier notamment les variations interannuelles dans le golfe du Lion. Ensuite, il y a des campagnes plus techniques qui vont permettre de connaître en quelque sorte la qualité des sols marins. Donc ces campagnes sont terminées. Elles ont été conduites principalement cette année, en 2023, et se sont achevées cet automne avec le passage du navire du service hydrographique de la marine. Côté RTE, on retrouve le même type d'études. Donc je vais passer peut-être assez rapidement, puis n'hésitez pas bien sûr si vous voulez des précisions par la suite. Donc on retrouve des études géophysiques, géotechniques, hydrosédimentaires, et également des études plus spécifiques au raccordement, on pourrait faire des atterrages. Donc là c'est vraiment un point clé des études, vraiment l'interface entre la mer et la terre. Des études de pêche et navigation, de compatibilité en fait avec les activités de pêche et navigation, d'ancrage de bateaux par exemple, qui sont en cours également. Et puis avec le DRASM, donc on va faire des relevés l'année prochaine pour identifier d'éventuelles munitions non explosées ou des éventuels vestiges archéologiques. Voilà, vous avez quelques illustrations de ces instruments de mesure là sur cette diapo. En parallèle des études techniques, on mène également des études environnementales. Donc pour ce qui concerne l'État, ces études environnementales, elles concernent les zones parcs.
Donc ces études, elles ne sont pas menées directement par l'État, hein. On a passé un marché avec un groupement de bureaux d'études spécialisés qui vont permettre de connaître un peu plus précisément la connaissance environnementale de la zone et de la fournir finalement aux lauréats des appels d'offres qui seront chargés de réaliser l'étude d'impact de leur projet sur la base de cet état initial qui est un peu une photographie de ce que l'on rencontre en mer. Donc vous observerez que ce travail a été lancé cet été pour les zones au large du golfe de Fos et au large de la Narbonnaise et concerne différents compartiments. Donc en bleu, tout ce qui est le milieu physique, donc qualité de l'eau, le bruit existant en mer, à la fois sous-marin et aérien, avec un certain nombre d'équipements et de prélèvements qui seront réalisés, plutôt sur une campagne d'1 année. Et puis pour ce qui concerne la biodiversité marine en vert, là on est sur des campagnes qui vont durer 2 ans. Donc comme on les a commencées en septembre, eh bien, elles dureront jusqu'en septembre 2025 au moins. Et là elles concernent différents compartiments. Je ne rentre pas dans le détail, mais on voit que l'ensemble de la biodiversité marine est intégré. Et puis pour répondre à une des préoccupations qui est évoquée tout à l'heure sur quel alignement on peut prévoir des éoliennes, et si on les voit de Martigues en ligne droite, on ne les verra pas tout à fait de la même manière depuis un autre endroit. Il y a également des études qui sont faites dans l'état initial sur le paysage et le patrimoine. Donc il y aura des campagnes qui vont être menées pour qualifier le patrimoine historique, naturel et culturel qui est aux abords de ces zones d'études en mer. Et puis également des études sur les usages. Et là, on renvoie à la connaissance des trafics, que ce soit les trafics commerciaux, de pêche ou de plaisance, avec un certain nombre d'évaluations qui seront menées. Alors, je ne vous présenterai pas dans le détail le planning pour ces zones parcs, mais là, vous retrouvez pour ces différents compartiments, notamment en matière de biodiversité et de qualité du milieu physique, comment ces campagnes vont s'enclencher, quelles sont celles qui durent 1 an, celles qui durent 2 ans, est-ce qu'on y vient tous les jours, est-ce qu'on y vient tous les 3 mois. Enfin, vous voyez qu'il y a un certain nombre de campagnes qui sont engagées avec des moyens nautiques et qui dépendent, là encore, évidemment, des conditions météo. Mais on retiendra que, pour nous, d'ici à l'automne 2025, on aura fini l'état initial de l'environnement. Oui, donc de la même façon, hein, RTE mène les études environnementales, notamment en mer, mais aussi à terre. Ces études ont notamment, là ici, vous avez une illustration de campagnes de pêche scientifique qui ont été engagées cet automne, et en fait qui font appel à des pêcheurs locaux. Donc là, c'est un bateau de la Prud'homine Martigues qui a fait une pêche à la noisette de mer, donc à l'automne dernier, et qui a confirmé la présence de noisettes de mer sur le secteur. Il a ramené une belle moisson. Je dirais, par rapport à la partie parc, effectivement, la différence, c'est qu'on a aussi des études à terre. Donc on a engagé des études, notamment des études écologiques. On a un pré-diagnostic qui a été réalisé sur différentes hypothèses de cheminement des liaisons à terre. Et là, on va engager très prochainement un diagnostic écologique plus détaillé qui va se tenir sur 4 saisons, donc jusqu'à l'automne 2024. Voilà pour l'essentiel. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Juste après, vous allez expliquer la poursuite du dialogue du dialogue territorial, mais peut-être sur cette question du dialogue concurrentiel, des études techniques ou environnementales. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que peut-être monsieur qui est élu à la mairie de Marseille, vous voudriez dire quelque chose sur ces questions de biodiversité? Peut-être que c'est... je ne vous force pas à parler, hein, mais c'est votre domaine. Oui, je suis élu à la biodiversité, mais moi je siège aussi au conseil d'administration et au bureau du Parc national des Calanques. Donc on avait eu à nous soucier de certaines espèces d'oiseaux protégés qui voyagent depuis l'archipel du Frioul jusqu'à ce secteur-là. Et donc j'aimerais bien savoir quelles sont les mesures qui ont été prévues pour protéger ces oiseaux qui viennent se nourrir sur ce secteur. Et en termes de chantier, on avait émis aussi des recommandations sur les limitations de chantier nocturne pour la pose des éoliennes et la mise en œuvre de tout ce qui est lié à ce projet, notamment pour ne pas avoir d'éclairage nocturne trop important qui fasse croire aux espèces que le soleil n'était toujours pas couché. Voilà.
Puis accessoirement, si vous m'expliquez ce qu'est une noisette de mer, je veux bien. Je vais commencer sur la... Pas sur la noisette alors. La noisette, c'est facile. En fait, c'est un coquillage. Un petit coquillage. Il se mange. J'avais aussi une question. Oui, vous êtes sûr que ça fonctionne? Oui. Non, j'avais aussi une question sur la bouteille de lait. C'est quoi cette bouteille de lait, si vous voulez? Mais sinon, vous pouvez répondre sur les oiseaux. Sur la question des oiseaux, il y a différentes étapes. Il y a d'abord savoir quelle est la connaissance sur la zone. Et donc c'est pour ça que, en tout cas, quelles sont les espèces en présence et leurs habitudes. C'est pour ça que il y a cet état initial de l'environnement qu'on a décrit qui est mené, qui va essayer de qualifier cette biodiversité et ses habitudes. Mais en parallèle de ça, et de manière plus spécifique sur le golfe du Lion, on mène en parallèle un programme qui s'appelle Migralion de 3 ans, qui étudie les oiseaux migrateurs, mais aussi les oiseaux qui habitent dans le golfe du Lion. Et à titre d'exemple, vous avez peut-être mentionné un oiseau un petit peu sensible, en tout cas qui avait été l'objet de discussion, qui est le puffin. Via ce programme, il y a des nombreux puffins qui ont des balises télémétriques. Et donc, ce programme il va permettre notamment de caractériser les hauteurs de vol, les habitudes des puffins qui voyagent en effet sur ces zones. Ce qu'a montré la première année de Migralion, là encore avec des résultats qu'on ne peut pas qualifier de définitifs, puisque la campagne dure 3 ans, c'était que, en gros, je n'ai plus exactement les chiffres, mais je crois que plus de 99,9% du temps, les puffins ils volent sous les 20 mètres de hauteur d'eau. Et donc, augmenter la hauteur des pales permet grandement de limiter l'impact, même si après, il peut y avoir des impacts sur les habitudes finalement, parce qu'on rajoute en effet quelque chose sur le plan d'eau. Mais donc, une fois qu'on a la connaissance de ces habitudes de la biodiversité et qu'on peut la caractériser, le développeur va faire ce qu'on appelle une étude d'impact et il va soumettre cette étude d'impact au service de l'État pour ensuite obtenir des autorisations. Ces autorisations elles vont être discutées avec l'ensemble des parties prenantes. Il y aura une enquête publique sur cette étude d'impact et ces demandes d'autorisation, afin que chacun puisse contribuer pour que en tout cas le parc s'insère au mieux dans son environnement et que toute la connaissance qui est disponible puisse être prise en compte pour la réalisation du projet et la minimisation de ses impacts. Et peut-être évoquer aussi le fait que dans le cadre de l'instruction du projet, donc pilote Provence Grand Large, que vous avez fait mention, justement l'expérience qu'on a acquise dans l'instruction de ce dossier, je rappelle, il y a eu aussi un recours contentieux qui avait été porté contre la ferme pilote, et va permettre d'apprendre finalement de ces retours d'expérience et nourrir le travail qui reste à faire sur ces parcs commerciaux. Tout à l'heure, quand on verra le planning, les dépôts des autorisations par les développeurs, c'est 2026. Donc là, aujourd'hui, on est en fin 2023. On voit qu'il y a encore un peu de temps devant nous pour faire les études et définir les mesures de réduction, notamment que vous évoquiez. Y a-t-il d'autres questions sur cette question sur les questions de biodiversité peut-être ou de... Est-ce que actuellement sur le projet Grand Large, on a une étude de la mortalité au pied des éoliennes, enfin sur le secteur des éoliennes? Moi, j'ai pas directement la question, étant pas le service instructeur, j'ai pas l'info sur l'analyse qui pourrait être faite ou demandée. Je sais pas si autour de la table on a. J'ai pas forcément l'information non plus. Je sais qu'il y a un radar radiphone qui va être installé sur un des 3 flotteurs pour caractériser les mouvements de l'avifaune autour, enfin en tout cas dans la zone. Mais en tout cas, je sais que sur les fermes pilotes occitanes, il y a quand même un suivi qui sera mis en place sur notamment la mortalité, s'il y en avait, de ces projets, et avec potentiellement des mesures qui sont adaptatives. C'est-à-dire que si on franchit un seuil, potentiellement le préfet peut décider de mettre en œuvre des mesures plus fortes de bridage ou autre, quoi. Mais donc je pense que oui, mais je n'ai pas envie de... Je ne sais pas s'il y a des gens d'EDF dans la salle. Bonjour, Étienne Berry. Étienne Berry, donc EDF Renouvelable. Moi, je suis chef de projet environnement et je travaille aussi sur Provence Grand Large. Donc, sur cette question-là, sur l'étude de mortalité, on a en effet un radar qui va être installé et qui va être installé sur l'éolienne centrale. On a un radar qui est équipé aussi d'une caméra qui va permettre de qualifier, de suivre
le comportement des oiseaux entre le niveau du parc, la proximité de l'éolienne et le comportement au niveau des pales. Donc on va avoir une vision globale avec en plus une caméra fonctionnement jour et nuit. Donc on a vraiment à la fois les flux, les mouvements, les comportements qui vont être qualifiés. Et on a en plus sur chacune des éoliennes un système qui s'appelle un deterrent system, enfin un système d'effarouchement sonore qui sera en plus là pour avertir. Donc on aura une vision objectivement des comportements et normalement aussi des risques de collision en cas d'impact sur une pale par ce système-là qui sera présent et qui a déjà été expérimenté, testé aussi dans d'autres pays et qui a un retour d'expérience. Y a-t-il d'autres questions sur ces thématiques ? Alors peut-être que vous allez donc pouvoir aborder le dialogue avec le territoire. On a vu tout ce qui avait déjà été fait. Qu'est-ce qui est en cours et les étapes à venir ? Alors oui, je voulais rappeler qu'effectivement cette concertation, donc post-débat public qui se poursuit avec les garants, on a notamment, nous en tout cas, développé un certain nombre d'outils d'information qui ont été mis en place. Donc le site internet, alors qu'on n'a pas repris là, mais vous retrouverez en fin de slide, dans lequel vous pourrez trouver un certain nombre d'informations sur l'avancement du projet. Et on avait souhaité, au-delà de l'information, mener des actions de terrain pour sensibiliser le territoire sur le développement des énergies renouvelables et de l'éolien en mer, en Méditerranée, évidemment, de manière spécifique. Et donc, on a passé des conventions avec des associations de médiation scientifique, à la fois les petits débrouillards qui opèrent aussi bien en Occitanie qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis le CPIE du Bassin de Thau, qui en groupement avec notamment le CPIE du Pays d'Arles, mène également des actions de terrain. Donc les petits débrouillards, c'est orienté sur des événements grand public, et le CPIE et ses partenaires, plutôt vers des ateliers dans les médiathèques ou auprès des scolaires. Donc là, on voulait juste vous montrer rapidement un bilan détaillé, mais que je vais très très simplement brosser. Donc au large de la zone numéro 1, on a mené une douzaine d'actions sur le terrain qui ont permis de toucher 1900 participants. Donc on trouve que c'est vraiment pertinent de mobiliser les associations de médiation. Bon, on le voit ce soir, on est peut-être une vingtaine, une trentaine. Là, on voit que sur des événements, on peut monter à 250 personnes qui passent sur un stand. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir relayer l'information sur le terrain de manière concrète, permettant parfois d'ailleurs aux enfants, dans les mécanismes type Science Tour. Le Science Tour, c'est un peu comme la petite camionnette de C'est pas sorcier de Jamie. Et donc, les enfants peuvent aller dans cette camionnette et trouver des jeux qui les éveillent aux énergies renouvelables. Donc, on a fait la même chose avec les petits débrouillards côté PACA, un peu moins d'événements à date, mais vous voyez encore des chiffres très intéressants. En revanche, on est un petit peu moins satisfait de l'action qu'on a menée dans les médiathèques. Aujourd'hui, on a fait quelques médiathèques plutôt dans l'Occitanie. On a fait une action à Martigues. On était 4 à Martigues. Donc on a dit, là, ça marche pas bien. Donc il faut voir un peu mieux comment communiquer avec les médiathèques sur ces stands qui ont été tenus par une association. Et puis enfin, rappeler, les actions engagées aujourd'hui, c'est plutôt sur la zone 2. On va le faire aussi sur la zone 1 avec des scolaires. Donc là, on a 6 projets pédagogiques qui se font sur différentes communes, on va dire de proximité de la zone numéro 2, auprès de scolaires de classe CM1, CM2. Et je laisse la parole donc à la concertation Fontaine spécifique au raccordement. Oui, donc en fait, cette constatation... Elle est coordonnée, elle est complémentaire à la constatation post-débat public qui nous amène ce soir à cette réunion. La constatation Fontaine vise principalement et associe principalement en fait, les services de l'État et les représentants, en fait, donc les élus, les associations représentatives du territoire. Et elle s'articule autour de 2 jalons clés qui sont premièrement la définition de l'aire d'étude dans laquelle les ouvrages de raccordement s'inscriront. Ensuite, on a une deuxième étape à l'intérieur de cette aire d'étude qui est la définition du ou des fuseaux dits de moindre impact, c'est-à-dire qu'on va définir, généralement c'est une bande qui fait plusieurs centaines de mètres de large, qui va être la grande option de cheminement des liaisons de raccordement jusqu'au réseau terrestre. Voilà, donc ce qui concerne la zone 2, donc là, en fait, le choix de la zone par l'État a été de la zone parc, pardon. Donc de la zone 2 pour le parc a été faite en juin dernier. Et donc on a enclenché en fait cette constatation dite Fontaine. Donc aujourd'hui, on travaille sur la mise au point d'une proposition d'aire d'étude qui devrait se traduire donc par une réunion de concertation avec ces acteurs institutionnels
et donc qui devrait se tenir d'ici le printemps prochain. Donc ce premier jalon de la concession Fontaine, et ensuite on aura ce deuxième jalon de proposition et j'espère de validation d'un parti de moindre impact, d'un fuseau de moindre impact d'ici l'été 2024. Voilà un petit peu les prochaines échéances. Et voilà, donc après, quid de tout ça, enfin, quid du public dans tout ça? Donc dans le cadre de la concession Fontaine et je dirais en lien avec les garants. Donc il y a un dispositif pour associer le public un peu plus spécifique au raccordement qui a été mis en place, qui est à l'œuvre sur la zone 1, qui est un peu plus avancée, hein, et qui va se mettre en place donc à partir de début d'année prochaine, une fois que l'aire d'étude aura été défini. Donc il y aura un site internet sur lequel le public pourra venir s'informer, faire part de ses observations. Il y aura certainement des réunions publiques en mairie, sur les mairies spécifiquement concernées par le raccordement. Donc tout ça de façon à ce que le public puisse vous puissiez être informé, vous puissiez faire vos suggestions, poser des questions, et de manière complémentaire avec la concession dite post-débat public qui nous amène ce soir. Voilà. Et puis un mot peut-être sur l'articulation avec cet autre débat public en cours sur les documents stratégiques de façade. Avant de passer justement à l'articulation et laisser la parole à Étienne Balland pour le débat public, la mer en débat, vous donnez quand même cette vision du calendrier du projet, parce que les parcs dont on parle, les 2 parcs de 250 MW, qui sont les premiers parcs de l'AO6, l'appel d'offres numéro 6, c'est donc le 6e appel d'offres éolien en mer, c'est une mise en service qu'on envisage en 2031, parce qu'on a l'espoir, j'ai envie de dire, qu'on soit capable de pouvoir mettre cette année, entre le moment où on va désigner le lauréat et le moment où on mettra en service les éoliennes. Donc il reste du chemin à parcourir. Vous noterez qu'effectivement, dans le calendrier, fort de ce que j'évoquais tout à l'heure, pour la partie parc, on considère que l'état initial de l'environnement sera terminé, on va dire, à l'automne 2025, ce qui nous laisse espérer que le développeur pourra finaliser son étude d'impact et la déposer auprès des autorités publiques dans le courant de l'année 2026. Et comme ensuite, il faut quasiment 2 années pour instruire le dossier, faire une enquête publique, recueillir préalablement l'avis de l'autorité environnementale, signer les arrêtés, pour faire les choses le mieux possible, eh bien, il nous faudra sans doute 2 ans. Donc on n'envisage pas avant 2028 le feu vert pour construire ces projets. Et ensuite, ces projets, il faut les opérer pour une mise en service à l'horizon 2031. Donc c'est ce qu'on retrouve sur la slide plutôt avec les couleurs bleues. Ensuite, dessous, vous retrouvez évidemment le travail qui est à l'œuvre aujourd'hui sur les différentes études techniques et environnementales. Et puis un dernier point peut-être sur la concertation qui apparaît en orange. Là, vous avez compris, nous, l'État, on concerte de manière continue suite au débat, jusqu'à ce qu'on désigne le lauréat de l'appel d'offres. Une fois que le lauréat va être désigné, c'est lui qui va devenir le maître d'ouvrage du projet, c'est lui qui va le concevoir, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va lui passer la main, et c'est lui qui sera le concertant avec le territoire, aux côtés de RTE, qui est, on l'a compris, le maître d'ouvrage du raccordement. Et ce travail de concertation se fera sous l'égide des garants jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique, que vous voyez apparaître ici, jusqu'en 2028. Donc on sent que tout ce travail de concertation, il va encore durer plusieurs années, et avec des éléments de plus en plus précis, puisque vous l'avez compris, là on est sur des caractéristiques du projet qui restent encore floues, mais qui vont se préciser au fur et à mesure. Et donc pour peut-être donner un micro à Étienne Balland, pour la partie du débat public, la mer en débat qui est en cours en ce moment, sur la façade Méditerranée. Donc vous, Étienne Balland, vous présidez la commission particulière du débat public. Je vous laisse expliquer le débat en cours. Merci beaucoup. Alors, pour bien pouvoir expliquer le débat en cours, donc, qui s'appelle la mer en débat, c'est très facile à trouver sur Internet, le débat public, la mer en débat, vous irez directement sur le site. Donc, il s'agit d'une évolution en fait importante dans les règles du jeu et les règles de la participation du public préalable aux décisions, notamment de développement de l'éolien, mais également sur d'autres sujets. Je vais en parler rapidement. Vous avez rappelé à plusieurs reprises donc le débat public initial portant sur l'appel d'offres numéro 6, et c'est les 2 premiers projets et leurs extensions, qui est l'objet de la réunion de ce soir, qui s'est déroulée en 2021. Et à cette époque, en fait, le droit de l'environnement était tel que pour chaque projet,
importants, dépassant des seuils notamment d'investissement. Et donc pour chaque projet éolien en mer, il y avait organisation d'un débat public. À l'issue de ce débat, comme de tous les autres qui se sont déroulés sur les façades occidentales, essentiellement Manche, Mer du Nord, Bretagne et également Aquitaine, eh bien, à l'issue de tous ces débats, le public était toujours frustré et demandait à ce que l'État annonce une vision globale du nombre de parcs à installer sur chacune des façades et non pas consulter le public parc par parc. Et donc cette loi a été modifiée en début d'année 2023 et aujourd'hui l'ensemble des futurs projets éoliens en mer sur toute la France, donc après cet appel d'offres 06 pour, en l'occurrence, enfin cet appel numéro 6 pour la Méditerranée, l'ensemble des parcs sont soumis à une procédure différente et ils sont intégrés au sein d'un exercice de planification maritime, au sein du document de planification maritime, à savoir le document stratégique de façade, DSF. Ça veut dire quoi? Pour être un peu plus concret, je m'excuse de ce petit détour, mais c'est important que depuis 2021, et donc le dernier débat en Méditerranée, l'État a bien annoncé un objectif de puissance et de nombre de parcs à l'échelle nationale, et que c'est cet objectif qui est maintenant traité dans un débat public portant sur toutes les décisions à prendre sur la mer et sur le littoral. C'est-à-dire que l'éolien est traité finalement comme une activité, certes nouvelle, mais une activité, un mode d'occupation de la mer et d'exploitation de la mer, parmi tous les autres modes d'activité, d'exploitation de la mer, et parmi tous les sujets également environnementaux. Voilà les raisons de l'existence de ce débat public. Il a commencé le 20 novembre, il se termine le 26 avril, et il traite de tous les sujets. Alors il y en a plusieurs, un peu plus, mais quand même globalement tous les sujets du DSF, c'est-à-dire le développement de ces zones éoliennes en mer, les zones de protection forte de la biodiversité, les questions de trait de côte, de développement touristique, de navigation, de plaisance, dont M. Raffi tout à l'heure a posé la question, ça fait tout à fait partie, de croisière et d'autres sujets. C'est très très vaste. À l'intérieur de ce débat, le point peut-être important à retenir, c'est que donc tous les projets qui vont suivre vont être planifiés à l'occasion et à l'issue de ce débat public. Donc en quelque sorte, c'est dans le courant de ce débat qu'on va débattre de la vision de long terme de moyen terme et de long terme sur tous les autres projets éoliens. Et on n'y reviendra pas pendant les 6 ans de validité de ce document stratégique de façade. Il sera révisé, et donc à sa révision, on pourra en reparler, mais pendant ces 6 ans, une série de parcs, ceux qui sont prévus à moyen terme, pourront être soumis à la procédure, notamment de développement et d'appel d'offres qu'on a vu ce soir pour l'appel d'offres numéro 6. Voilà, j'espère avoir été clair, et je terminerai, si vous me permettez, juste pour cette information importante. Alors, il y a, alors là, je crois que c'est du coup la diapo qui a été présentée peut-être en Occitanie, on n'a pas forcément actualisé, mais c'est pas très grave. Le point important, c'est la réunion du 24 janvier qui concerne absolument tout le monde. C'est une réunion en visio, donc je vous invite vraiment à y participer. Et c'est une réunion justement qui permettra de faire le point sur les 3 tranches ou les 3 volets successifs de développement de l'éolien en mer, les fermes pilotes d'une part, l'appel d'offres 6 dont on a parlé ce soir, et bien entendu un peu plus précisément les futures zones, puisque globalement, au total, l'appel d'offres numéro 6, ça a été dit, c'est au total 1,5 gigawatts installés, et l'État envisage de passer à long terme à une fourchette qui est annoncée, ce n'est pas une décision, c'est envisage, entre 4 et 7,5 gigawatts. Donc c'est à peu près entre x3 et x5, ce qui est déjà décidé à travers l'appel d'offres numéro 6. Alors, je vous invite vraiment à suivre la réunion du 24. Il y a d'autres moments où l'éolien sera discuté dans différents territoires. On a commencé par effectivement avoir un débat en mer à Fos, auquel la ministre a bien voulu participer et pendant laquelle elle a répondu à un certain nombre de questions. Une session à Marseille qui a eu lieu la semaine dernière également, et puis plusieurs sessions encore toujours sur l'éolien et l'énergie qui vont se dérouler. Mais la réunion du 24 janvier, c'est vraiment une réunion un peu clé pour envisager aussi la suite et au-delà de cet appel d'offres numéro 6. Merci. Merci Étienne Balland. Donc si on revient sur ce projet, ces 2 projets, et particulièrement ce projet de la O6 au large de Fos et le dialogue avec les territoires qui se poursuit, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la sensibilisation des jeunes avec les petits débrouillards, avec la concertation Fontaine de RTE, avec les événements à venir? Madame.
Bonjour. Donc là, au niveau de la concertation et de tout ça, il a été discuté lors d'une dernière commission nautique locale, l'organisation d'une réunion entre les différents acteurs, entre les différentes parties prenantes du projet. Est-ce qu'on a une date d'échéancier pour la consultation fontaine aussi? Est-ce qu'on a un peu plus de précision? Parce que là, vous parlez de printemps, d'été. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était plutôt premier trimestre, voire définition fin du printemps ou début de printemps. Voilà, avoir un peu plus de précision sur ces discussions. À quel moment les élus ou les réunions vont se faire? Et juste pour information, parce que j'ai découvert la carte avec le projet de la zone 4 et la zone d'études d'atterrissage. Donc la zone d'études d'atterrissage sur la zone 4 inclut la totalité du parc marin de la Côte Bleue, donc zone de protection depuis 40 ans, avec des labellisations internationales. Donc voilà, je me pose la question. Donc l'éolien, il n'y a pas de débat, je pense, sur la nécessité de l'éolien, mais sur les études sur les raccordements et sur les impacts que ça peut apporter sur des territoires protégés. On a parlé du parc national des Calanques et des oiseaux. Il y a d'autres espèces qui sont moins visibles et sous l'eau et qui peuvent être aussi très impactées par notamment les phases travaux de ces raccordements. Alors Pascal Martin, est-ce que vous avez un peu plus de précision sur les dates de ces réunions que vous avez déjà un peu citées tout à l'heure? Alors en fait, la réunion de définition d'aire d'études avec les institutionnels, notamment les élus, les représentants du territoire concerné, pourrait se tenir en mars prochain, je l'espère, pour l'aire d'études. Ce qui pourrait nous laisser espérer, si on avance suffisamment et en concertation, toujours avec les acteurs des territoires, trouver la meilleure solution pour proposer un fuseau de moindre impact, je l'espère, à la fin du printemps. J'espère qu'on pourra faire ça d'ici juin, juillet prochain. J'espère avoir répondu au mieux à votre première question. Mais ça n'empêche qu'au-delà de ces réunions un peu plénières, très, très formelles, qui sont présidées par le préfet ou le sous-préfet, on va poursuivre des réunions, soit en bilatéral avec vous, avec les autres acteurs du territoire, soit des réunions avec des formats peut-être de manière plus collégiale. Par exemple, pour la poursuite des études, par exemple, qu'on doit mener en mer ou en proche littoral, dans le cadre de la préparation de commissions nautiques locales éventuellement, ou d'autorisation pour réaliser ces études en mer. Voilà, donc il y aura ces différentes réunions qui vont se poursuivre avec cet échéancier prévisionnel. Ensuite, la deuxième partie, vous avez une deuxième question, c'était plus sur la protection du parc. Ah oui. Ah oui, donc effectivement, la carte, là, elle montre clairement. Alors, la zone de raccordement, effectivement, il y a toute la Côte Bleue, jusqu'à Marseille, jusqu'à l'Estac quasiment. Mais il y a aussi le golfe de Fos, et il y a l'ouest du golfe de Fos, donc la partie Port-Saint-Louis, qui est dans cette zone d'étude des atterrages potentiels, pour un potentiel raccordement d'un potentiel projet, s'il est décidé par l'État, sur la zone C ou C'. Donc, voilà. Mais oui, on travaille ensemble et on va continuer à travailler avec vous, avec notre bureau d'études, avec les autres acteurs sur la prise en compte des enjeux Posidonie. Voilà, clairement, sur le proche côtier de la Côte Bleue, voilà, c'est un réserve. Enfin, il y a des enjeux Posidonie assez forts, il y a d'autres enjeux coralligènes, etc. Donc, tout ça fait bien clairement partie de l'équation. Et j'espère qu'on va la résoudre du mieux. Oui, ce que je voulais préciser, c'est un point effectivement important. Alors, je m'excuse pour la carte qui n'est pas en zoom, mais vous avez effectivement vu que... alors, je vais essayer de tourner... Que les zones qui sont ici et là se raccordent vers PACA et comme vous l'avez vu sur la carte, avec une aire d'étude du raccordement. Mais ce qui me paraît important dans notre jargonnage, c'est pas confondre les aires d'études. C'est-à-dire que là, on est effectivement sur des zones propices au développement de l'éolien en mer, aussi bien pour la partie parc qu'on considère que pour la partie raccordement, qui pour nous sont en gros le terrain de jeu dans lequel l'exercice de planification doit se faire. Et si on fait le parallèle avec le débat public de 2021, c'est comme ça que ça s'était passé. C'est-à-dire qu'on avait dessiné sur des cartes des grands espaces. Lorsque la décision a été prise de poursuivre les projets, ces espaces ont été réduits, y compris par RTE.
Et une fois qu'ils ont été réduits, ensuite RTE lance sa concertation fontaine pour définir une aire d'étude dans laquelle devront s'inscrire différentes variantes de fuseaux. Et cette aire d'étude, c'est le travail qui n'a pas encore été abouti, est encore plus petit que ce qui est sorti du débat. Donc on a là aussi ce système de raffinage qui s'opère. Et donc voilà, ne pas penser que ce qu'on voit ici sur la carte, c'est l'aire d'étude des futurs nouveaux parcs éoliens en mer. Non, ça c'est une zone propice dans laquelle devront s'inscrire les réflexions, mais ça ne veut pas dire que c'est l'aire d'étude validée par la concertation fontaine, puisque en l'occurrence, évidemment, pour cette nouvelle planification, elle n'a pas encore eu lieu. Il nous reste peut-être 1 minute ou deux pour prendre une ou deux réflexions, questions, peut-être des personnes qui ne sont pas du tout intervenues et qui sont peut-être plus timides parce qu'ils s'y connaissent moins, mais n'hésitez pas. Je crois que tout le monde est prêt. Et merci à tous pour votre participation. Est-ce que M. Stéphane Perron voulait faire un mini-mot de conclusion? Et puis après, on va pouvoir rouvrir les portes et accompagner les participants à l'extérieur du bâtiment qui, pour l'instant, est fermé. Juste un mot, comme l'a dit Monsieur Balland, on est dans une logique actuellement de révision du volet stratégique, du document stratégique de façade, qui est un document collectif qui est peu connu en fait, et je vous invite, si vous voulez voir son contenu, à consulter le site de la DIRM, qui est d'accès pas très simple, mais qui est très complet. Il y a beaucoup d'informations, il suffit juste d'être patient et de bien chercher. Donc je vous invite vraiment à le regarder. Il y a plusieurs tomes. Littoral, ressources naturelles et biodiversité, activités, les différents usages, et j'en passe. C'est un document qui regroupe une petite centaine d'actions, à peu près 270 sous-actions avec 80 acteurs, 80 pilotes différents. Ça vous montre un peu déjà la somme du travail qui a été réalisé, et la révision qui est en cours, ce sera pour le tome 2, je veux dire le DSF 2, deuxième génération, qui viendra un petit peu plus tard. Non, je voulais vous remercier pour votre présence et votre assiduité, et pour vos questions, vos interventions, qui sont restées, qui ont toutes été très pertinentes. Et au nom de mes collègues, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne fin de semaine et une bonne fin d'année. Merci.